Section 19 de Nouvelles histoires extraordinaires. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Nouvelles histoires extraordinaires par Edgar Allan Poe, traduit par Charles Baudelaire. Eros, enregistré par Isade, quelque part en France. Charmion, lu par Rémy. Conversation d'Eros avec Charmion. Je t'apporterai le feu. Euripide, Andromaque. Pourquoi m'appelles-tu Eros? Ainsi t'appelleras-tu désormais. Tu dois aussi oublier mon nom terrestre et me nommer Charmion. Ce n'est vraiment pas un rêve? De rêve, il n'y en a plus pour nous. Mais renvoyons à tantôt ces mystères. Je me réjouis de voir que tu as l'air de posséder toute ta vie et ta raison. La taie de l'ombre a déjà disparu de tes yeux. Prends courage et ne crains rien. Les jours à donner à la stupeur sont passés pour toi. Et demain je veux moi-même t'introduire dans les joies parfaites et les merveilles de ta nouvelle existence. Vraiment? Je n'éprouve aucune stupeur, aucune. L'étrange vertige et la terrible nuit m'ont quitté, et je n'entends plus ce bruit insensé, précipité, horrible, pareil à la voix des grandes eaux. Cependant, mes sens sont effarés, Charmion, par la pénétrante perception du nouveau. Peu de jours suffiront à chasser tout cela. Mais je te comprends parfaitement, et je sens pour toi. Il y a maintenant 10 années terrestres que j'ai éprouvé ce que tu éprouves. Et pourtant ce souvenir ne m'a pas encore quitté. Toutefois, voilà ta dernière épreuve subie, la seule que tu eusses à souffrir dans le ciel. Dans le ciel? Dans le ciel. Ô Dieu, aie pitié de moi, Charmion. Je suis écrasée sous la majesté de toutes choses, de l'inconnu maintenant révélé, de l'avenir, cette conjecture, fondue dans le présent auguste et certain. Ne t'attaque pas pour le moment à de pareilles pensées. Demain nous parlerons de cela. Ton esprit qui vacille trouvera un allègement à son agitation dans l'exercice du simple souvenir. Ne regarde ni autour de toi ni devant toi. Regarde en arrière. Je brûle d'impatience d'entendre les détails de ce prodigieux événement qui t'a jeté parmi nous. Parle-moi de cela. Causons de choses familières, dans le vieux langage familier de ce monde qui a si épouvantablement péri. Épouvantablement, épouvantablement. Et cela, en vérité, n'est point un rêve. Il n'y a plus de rêve. Fus-je bien pleuré, mon Eiros? Pleurer, Charmion? Oh, profondément, jusqu'à la dernière de nos heures, un nuage d'intense mélancolie et de dévotieuse tristesse a pesé sur ta famille. Et cette heure dernière, parlement. Rappelle-toi qu'en dehors du simple fait de la catastrophe, je ne sais rien. Quand, sortant des rangs de l'humanité, j'entrai par la tombe dans le domaine de la nuit, à cette époque, si j'ai bonne mémoire, nul ne pressentait la catastrophe qui vous a englouti. Mais j'étais, il est vrai, peu au courant de la philosophie spéculative du temps. Notre catastrophe était, comme tu le dis, absolument inattendue. Mais des accidents analogues avaient été depuis longtemps un sujet de discussion parmi les astronomes. Ai-je besoin de te dire, mon ami, que, même quand tu nous quittas, les hommes s'accordaient à interpréter, comme ayant trait seulement au globe de la Terre, les passages des très saintes Écritures qui parlent de la destruction finale de toute chose par le feu? Mais, relativement à l'agent immédiat de la ruine, la pensée humaine était en défaut depuis l'époque où la science astronomique avait dépouillé les comètes de leurs effrayants caractères incendiaires. La très médiocre densité de ces corps avait été bien démontrée. On les avait observés dans leur passage à travers les satellites de Jupiter, et ils n'avaient causé aucune altération sensible dans les masses ni dans les orbites de ces planètes secondaires. Nous regardions, depuis longtemps, ces voyageurs comme de vaporeuses créations d'une inconcevable ténuité, incapables d'endommager notre globe massif, même dans le cas d'un contact. D'ailleurs, ce contact n'était redouté en aucune façon, car les éléments de toutes les comètes étaient exactement connus. Que nous dussions chercher parmi elles l'agent igné de la destruction prophétisée, cela était depuis de longues années considéré comme une idée inadmissible. Mais le merveilleux, les imaginations bizarres avaient, dans ces derniers jours, singulièrement régné parmi l'humanité, et,
Quoiqu'une crainte véritable ne pût avoir de prise que sur quelques ignorants, quand les astronomes annoncèrent une nouvelle comète, cette annonce fut généralement reçue avec je ne sais quelle agitation et quelle méfiance. Les éléments de l'astre étranger furent immédiatement calculés, et tous les observateurs reconnurent d'un même accord que sa route, à son périhélie, devait l'amener à une proximité presque immédiate de la Terre. Il se trouva 2 ou 3 astronomes d'une réputation secondaire qui soutinrent résolument qu'un contact était inévitable. Il m'est difficile de te bien peindre l'effet de cette communication sur le monde. Pendant quelques jours, on se refusa à croire à une assertion que l'intelligence humaine, depuis longtemps appliquée à des considérations mondaines, ne pouvait saisir d'aucune manière. Mais la vérité d'un fait d'une importance vitale fait bientôt son chemin dans les esprits même les plus épais. Finalement, tous les hommes virent que la science astronomique ne mentait pas, et ils attendirent la comète. D'abord, son approche ne fut pas sensiblement rapide. Son aspect n'eut pas un caractère bien inusité. Elle était d'un rouge sombre et avait une queue peu appréciable. Pendant 7 ou 8 jours, nous ne vîmes pas d'accroissement sensible dans son diamètre apparent. Seulement, sa couleur varia légèrement. Cependant, les affaires ordinaires furent négligées et tous les intérêts absorbés par une discussion immense qui s'ouvrit entre les savants relativement à la nature des comètes. Les hommes le plus grossièrement ignorants élevèrent leur indolente faculté vers ces hautes considérations. Les savants employèrent alors toute leur intelligence, toute leur âme, non point à alléger la crainte, non plus à soutenir quelque théorie favorite. Oh, ils cherchèrent la vérité, rien que la vérité. Ils s'épuisèrent à la chercher. Ils appelèrent à grands cris la science parfaite. La vérité se leva dans la pureté de sa force et de son excessive majesté, et les sages s'inclinèrent et adorèrent. Qu'un dommage matériel pour notre globe ou pour ses habitants pût résulter du contact redouté, c'était une opinion qui perdait journellement du terrain parmi les sages. Et les sages avaient cette fois plein pouvoir pour gouverner la raison et l'imagination de la foule. Il fut démontré que la densité du noyau de la comète était beaucoup moindre que celle de notre gaz le plus rare, et le passage inoffensif d'une semblable visiteuse à travers les satellites de Jupiter fut un point sur lequel on insista fortement et qui ne servit pas peu à diminuer la terreur. Les théologiens, avec un zèle enflammé par la peur, insistèrent sur les prophéties bibliques et les expliquèrent au peuple avec une droiture et une simplicité dont ils n'avaient pas encore donné l'exemple. La destruction finale de la terre devait s'opérer par le feu, c'est ce qu'ils avancèrent avec une verve qui imposait partout la conviction. Mais les comètes n'étaient pas d'une nature ignée, et c'était là une vérité que tous les hommes possédaient maintenant, et qui les délivrait, jusqu'à un certain point, de l'appréhension de la grande catastrophe prédite. Il est à remarquer que les préjugés populaires et les vulgaires erreurs relatives aux pestes et aux guerres, erreurs qui reprenaient leur empire à chaque nouvelle comète, furent cette fois chose inconnue. Comme par un soudain effort convulsif, la raison avait d'un seul coup culbuté la superstition de son trône. La plus faible intelligence avait puisé de l'énergie dans l'excès de l'intérêt actuel. Quel désastre d'une moindre gravité pourrait résulter du contact? Ce fut là le sujet d'une laborieuse discussion. Les savants parlaient de légères perturbations géologiques, d'altérations probables dans les climats et, conséquemment, dans la végétation, de la possibilité d'influences magnétiques et électriques. Beaucoup d'entre eux soutenaient qu'aucun effet visible ou sensible ne se produirait, d'aucune façon. Pendant que ces discussions allaient leur train, l'objet lui-même s'avançait progressivement, élargissant visiblement son diamètre et augmentant son éclat. À son approche, l'humanité pâlit. Toutes les opérations humaines furent suspendues. Il y eut une phase remarquable dans le cours du sentiment général. Ce fut quand la comète eut enfin atteint une grosseur qui surpassait celle d'aucune apparition dont on eût gardé le souvenir.
Le monde alors, privé de cette espérance traînante que les astronomes pouvaient se tromper, sentit toute la certitude du malheur. La terreur avait perdu son caractère chimérique. Les cœurs les plus braves parmi notre race battaient violemment dans les poitrines. Peu de jours suffirent, toutefois, pour fondre ces premières épreuves dans des sensations plus intolérables encore. Nous ne pouvions désormais appliquer aux météores étrangers aucune notion ordinaire. Ces attributs historiques avaient disparu. Ils nous oppressaient par la terrible nouveauté de l'émotion. Nous le voyions, non pas comme un phénomène astronomique dans les cieux, mais comme un cauchemar sur nos cœurs et une ombre sur nos cerveaux. Il avait pris, avec une inconcevable rapidité, l'aspect d'un gigantesque manteau de flammes claires, toujours étendu à tous les horizons. Encore un jour, et les hommes respirèrent avec une plus grande liberté. Il était évident que nous étions déjà sous l'influence de la comète, et nous vivions, cependant. Nous jouissions même d'une élasticité de membres et d'une vivacité d'esprit insolite. L'excessive ténuité de l'objet de notre terreur était apparente, car tous les corps célestes se laissaient voir distinctement à travers. En même temps, notre végétation était sensiblement altérée, et cette circonstance prédite augmenta notre foi dans la prévoyance des sages. Un luxe extraordinaire de feuillage, entièrement inconnu jusqu'alors, fit explosion sur tous les végétaux. Un jour encore se passa, et le fléau n'était pas absolument sur nous. Il était maintenant évident que son noyau devait nous atteindre le premier. Une étrange altération s'était emparée de tous les hommes, et la première sensation de douleur fut le terrible signal de la lamentation et de l'horreur générale. Cette première sensation de douleur consistait dans une contriction rigoureuse de la poitrine et des poumons et dans une insupportable sécheresse de la peau. Il était impossible de nier que notre atmosphère ne fût radicalement affectée. La composition de cette atmosphère et les modifications auxquelles elle pouvait être soumise furent dès lors les points de la discussion. Le résultat de l'examen lança un frisson électrique de terreur, de la plus intense terreur, à travers le cœur universel de l'homme. On savait depuis longtemps que l'air qui nous enveloppait était ainsi composé, sur 100 parties, 21 d'oxygène et 79 d'azote. L'oxygène, principe de la combustion et véhicule de la chaleur, était absolument nécessaire à l'entretien de la vie animale et représentait l'agent le plus puissant et le plus énergétique de la nature. L'azote, au contraire, était impropre à entretenir la vie ou combustion animale. D'un excès anormal d'oxygène devait résulter, cela avait été vérifié, une élévation des esprits vitaux semblable à celle que nous avions déjà subie. C'était l'idée continuée, poussée à l'extrême, qui avait créé la terreur. Quel devait être le résultat d'une totale extraction de l'azote? Une combustion irrésistible, dévorante, toute puissante, immédiate, l'entier accomplissement, dans tous leurs moindres et terribles détails, des flamboyantes et terrifiantes prophéties du Saint-Livre. Ai-je besoin de te peindre, Charmion, la frénésie alors déchaînée de l'humanité? Cette ténuité de matière dans la comète, qui nous avait d'abord inspiré l'espérance, faisait maintenant toute l'amertume de notre désespoir. Dans sa nature impalpable et gazeuse, nous percevions clairement la consommation de la destinée. Cependant, un jour encore s'écoula, emportant avec lui la dernière ombre de l'espérance. Nous haletions dans la rapide modification de l'air. Le sang rouge bondissait tumultueusement dans ces étroits canaux. Un furieux délire s'empara de tous les hommes, et, les bras roidis vers les cieux menaçants, ils tremblaient et jetaient de grands cris. Mais le noyau de l'exterminateur était maintenant sur nous, même ici, dans le ciel, et je n'en parle qu'en frissonnant. Je serai brève, brève comme la catastrophe. Pendant un moment, ce fut seulement une lumière étrange, lugubre, qui visitait, pénétrait toute chose. Puis, prosternons-nous, Charmion,
devant l'excessive majesté du Dieu grand. Puis ce fut un son éclatant, pénétrant, comme si c'était lui qui eût crié par sa bouche, et toute la masse d'éther environnante, au sein de laquelle nous vivions, éclata d'un seul coup en une espèce de flamme intense, dont la merveilleuse clarté et la chaleur dévorante n'ont pas de nom, même parmi les anges, dans le haut ciel de la science pure. Ainsi finirent toutes choses. Fin de la section 19. Section 20 de Nouvelles histoires extraordinaires. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Nouvelles histoires extraordinaires par Edgar Allan Poe, traduit par Charles Baudelaire. Ombre. En vérité, quoique je marche à travers la vallée de l'ombre, psaume de David. Vous qui me lisez, vous êtes encore parmi les vivants, mais moi qui écris, je serais depuis longtemps parti pour la région des ombres. Car, en vérité, d'étranges choses arriveront. Bien des choses secrètes seront révélées, et bien des siècles passeront avant que ces notes soient vues par les hommes. Et quand ils les auront vues, les uns ne croiront pas, les autres douteront, et bien peu d'entre eux trouveront matière à méditation dans les caractères que je grave sur ces tablettes avec un stylus de fer. L'année avait été une année de terreur, pleine de sentiments plus intenses que la terreur, pour lesquels il n'y a pas de nom sur la terre. Car beaucoup de prodiges et de signes avaient eu lieu, et, de tous côtés, sur la terre et sur la mer, les ailes noires de la peste s'étaient largement déployées. Ceux-là, néanmoins, qui étaient savants dans les étoiles, n'ignoraient pas que les cieux avaient un aspect de malheur. Et, pour moi, entre autres, le grec Oanos, il était évident que nous touchions au retour de ces 794e années où, à l'entrée du bélier, la planète Jupiter fait sa conjonction avec le rouge anneau du terrible Saturne. L'esprit particulier des cieux, si je ne me trompe grandement, manifestait sa puissance non seulement sur le globe physique de la Terre, mais aussi sur les âmes, les pensées et les méditations de l'humanité. Une nuit, nous étions 7 au fond d'un noble palais, dans une sombre cité appelée Ptolemaïs, assis autour de quelques flacons de vin pourpre de Chios. Et notre chambre n'avait pas d'autre entrée qu'une haute porte d'airain, et la porte avait été façonnée par l'artisan Corinos, et elle était d'une rare main-d'œuvre et fermée en dedans. Pareillement, de noires draperies, protégeant cette chambre mélancolique, nous épargnaient l'aspect de la lune, des étoiles lugubres et des rues dépeuplées. Mais le pressentiment et le souvenir du fléau n'avaient pas pu être exclus aussi facilement. Il y avait autour de nous, auprès de nous, des choses dont je ne puis rendre distinctement compte, des choses matérielles et spirituelles, une pesanteur dans l'atmosphère, une sensation d'étouffement, une angoisse, et, par-dessus tout, ce terrible mode d'existence que subissent les gens nerveux, quand les sens sont cruellement vivants et éveillés, et les facultés de l'esprit assoupies et mornes. Un poids mortel nous écrasait. Il s'étendait sur nos membres, sur l'ameublement de la salle, sur les verres dans lesquels nous buvions, et toute chose semblait opprimée et prostrée dans cet accablement. Tout, excepté les flammes des 7 lampes de fer qui éclairaient notre orgie. S'allongeant en minces filets de lumière, elles restaient toutes ainsi, et brûlaient, pâles et immobiles, et, dans la table ronde d'ébène autour de laquelle nous étions assis, et que leur éclat transformait en miroir, chacun des convives contemplait la pâleur de sa propre figure et l'éclair inquiet des yeux mornes de ses camarades.
Cependant, nous poussions nos rires, et nous étions gais à notre façon, une façon hystérique, et nous chantions les chansons d'Anacréon, qui ne sont que folie, et nous buvions largement, quoique la pourpre du vin nous rappelât la pourpre du sang. Car il y avait dans la chambre un huitième personnage, le jeune Zoïlus. Mort, étendu tout de son long et enseveli, il était le génie et le démon de la scène. Hélas, il n'avait point sa part de notre divertissement, sauf que sa figure, convulsée par le mal, et ses yeux, dans lesquels la mort n'avait éteint qu'à moitié le feu de la peste, semblaient prendre à notre joie autant d'intérêt que les morts sont capables d'en prendre à la joie de ceux qui doivent mourir. Mais, bien que moi, Oinos, je sentisse les yeux du défunt fixés sur moi, cependant, je m'efforçais de ne pas comprendre l'amertume de leur expression, et, regardant opiniâtrement dans les profondeurs du miroir d'ébène, je chantais, d'une voix haute et sonore, les chansons du poète de Théos. Mais, graduellement, mon chant cessa, et les échos, roulant au loin, parmi les noires draperies de la chambre, devinrent faibles, indistincts, et s'évanouirent. Et voilà que, du fond de ces draperies noires, où allait mourir le bruit de la chanson, s'éleva une ombre, sombre, indéfinie, une ombre semblable à celle que la lune, quand elle est basse dans le ciel, peut dessiner d'après le corps d'un homme. Mais ce n'était l'ombre ni d'un homme, ni d'un dieu, ni d'aucun être connu. Et, frissonnant un instant parmi les draperies, elle resta enfin, visible et droite, sur la surface de la porte d'airain. Mais l'ombre était vague, sans forme, indéfinie. Ce n'était l'ombre ni d'un homme, ni d'un dieu de Grèce, ni d'un dieu de Chaldée, ni d'aucun dieu égyptien. Et l'ombre reposait sur la grande porte de bronze et sous la corniche cintrée, et elle ne bougeait pas, et elle ne prononçait pas une parole, mais elle se fixait de plus en plus, et elle resta immobile. Et la porte sur laquelle l'ombre reposait était, si je m'en souviens bien, tout contre les pieds du jeune Zoïlus, enseveli. Mais nous, les 7 compagnons, ayant vu l'ombre comme elle sortait des draperies, nous n'osions pas la contempler fixement, mais nous baissions les yeux, et nous regardions toujours dans les profondeurs du miroir d'ébène. Et, à la longue, moi, Oanos, je me hasardai à prononcer quelques mots à voix basse, et je demandai à l'ombre sa demeure et son nom. Et l'ombre répondit: « Je suis ombre, et ma demeure est à côté des catacombes de Ptolémaïs, et tout près de ces sombres plaines infernales qui enserrent l'impur canal de Charon. » Et alors, tous les 7, nous nous dressâmes d'horreur sur nos sièges, et nous nous tenions tremblants, frissonnants, effarés, car le timbre de la voix de l'ombre n'était pas le timbre d'un seul individu, mais d'une multitude d'êtres, et cette voix, variant ses inflexions de syllabe en syllabe, tombait confusément dans nos oreilles, en imitant les accents connus et familiers de 1000 et 1000 amis disparus. Fin de la section 20. Enregistré par Isade, quelque part en France. Section 21 de Nouvelles histoires extraordinaires. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Nouvelles histoires extraordinaires par Edgar Allan Poe, traduit par Charles Baudelaire. Silence. La crête des montagnes sommeille, la vallée, le rocher et la caverne sont muets. Alkman. Écoute-moi,
dit le démon en plaçant sa main sur ma tête. La contrée dont je parle est une contrée lugubre, en Libye, sur les bords de la rivière Zaïre. Et là, il n'y a ni repos, ni silence. Les eaux de la rivière sont d'une couleur safranée et malsaine, et elles ne coulent pas vers la mer, mais palpitent éternellement sous l'œil rouge du soleil, avec un mouvement tumultueux et convulsif. De chaque côté de cette rivière au lit vaseux s'étend, à une distance de plusieurs milles, un pâle désert de gigantesques nénuphars. Ils soupirent l'un vers l'autre dans cette solitude, et tendent vers le ciel leurs longs coups de spectre, et hochent, de côté et d'autre, leurs têtes sempiternelles. Et il sort d'eux un murmure confus qui ressemble à celui d'un torrent souterrain, et ils soupirent l'un vers l'autre. Mais il y a une frontière à leur empire, et cette frontière est une haute forêt, sombre, horrible. Là, comme les vagues autour des Hébrides, les petits arbres sont dans une perpétuelle agitation. Et cependant, il n'y a pas de vent dans le ciel, et les vastes arbres primitifs vacillent éternellement de côté et d'autre avec un fracas puissant. Et de leur haut sommet filtre, goutte à goutte, une éternelle rosée. Et, à leurs pieds, d'étranges fleurs vénéneuses se tordent dans un sommeil agité. Et sur leurs têtes, avec un froufrou retentissant, les nuages gris se précipitent, toujours vers l'ouest, jusqu'à ce qu'ils roulent en cataracte derrière la muraille enflammée de l'horizon. Cependant, il n'y a pas de vent dans le ciel. Et sur les bords de la rivière Zaïre, il n'y a ni calme, ni silence. C'était la nuit, et la pluie tombait. Et quand elle tombait, c'était de la pluie. Mais, quand elle était tombée, c'était du sang. Et je me tenais dans le marécage, parmi les grands nénuphars, et la pluie tombait sur ma tête, et les nénuphars soupiraient l'un vers l'autre, dans la solennité de leur désolation. Et tout d'un coup, la lune se leva à travers la trame légère du brouillard funèbre, et elle était d'une couleur cramoisie. Et mes yeux tombèrent sur un énorme rocher grisâtre qui se dressait au bord de la rivière et qu'éclairait la lueur de la lune. Et le rocher était grisâtre et sinistre et très haut, et le rocher était grisâtre. Sur son front de pierre étaient gravés des caractères, et je m'avançai à travers le marécage de nénuphars jusqu'à ce que je fusse tout près du rivage, afin de lire les caractères gravés dans la pierre. Mais je ne pus pas les déchiffrer. Et j'allais retourner vers le marécage quand la lune brilla d'un rouge plus vif, et je me retournai, et je regardai de nouveau vers le rocher, et les caractères, et ces caractères étaient désolation. Et je regardai en haut, et sur le faîte du rocher se tenait un homme, et je me cachai parmi les nénuphars afin d'épier les actions de l'homme. Et l'homme était d'une forme grande et majestueuse, et, des épaules jusqu'aux pieds, enveloppé dans la toge de l'ancienne Rome. Et le contour de sa personne était indistinct, mais ses traits étaient les traits d'une divinité. Car malgré le manteau de la nuit et du brouillard et de la lune et de la rosée, rayonnaient les traits de sa face. Et son front était haut et pensif, et son œil était effaré par le souci. Et dans les sillons de sa joue, je lus les légendes du chagrin, de la fatigue, du dégoût de l'humanité et d'une grande aspiration vers la solitude. Et l'homme s'assit sur le rocher, et appuya sa tête sur sa main, et promena son regard sur la désolation. Il regarda les arbrisseaux, toujours inquiets, et les grands arbres primitifs. Il regarda, plus haut, le ciel plein de frôlements, et la lune cramoisie. Et j'étais blotti à l'abri des nénuphars, et j'observais les actions de l'homme. Et l'homme tremblait dans la solitude. Cependant, la nuit avançait, et il restait assis sur le rocher. Et l'homme détourna son regard du ciel, et le dirigea
sur la lugubre rivière Zaïre, et sur les eaux jaunes et lugubres, et sur les pâles légions de nénuphars. Et l'homme écoutait les soupirs des nénuphars, et le murmure qui sortait d'eux. Et j'étais blotti dans ma cachette, et j'épiais les actions de l'homme. Et l'homme tremblait dans la solitude. Cependant, la nuit avançait, et il restait assis sur le rocher. Alors, je m'enfonçais dans les profondeurs lointaines du marécage, et je marchais sur la forêt pliante de nénuphars, et j'appelais les hippopotames qui habitaient les profondeurs du marécage. Et les hippopotames entendirent mon appel, et vinrent avec les béhémoths jusqu'au pied du rocher, et rugirent hautement et effroyablement sous la lune. J'étais toujours blotti dans ma cachette, et je surveillais les actions de l'homme. Et l'homme tremblait dans la solitude. Cependant, la nuit avançait, et il restait assis sur le rocher. Alors je maudis les éléments de la malédiction du tumulte, et une effrayante tempête s'amassa dans le ciel, où naguère il n'y avait pas un souffle. Et le ciel devint livide de la violence de la tempête, et la pluie battait la tête de l'homme, et les flots de la rivière débordaient, et la rivière torturée jaillissait en écume, et les nénuphars criaient dans leurs lits, et la forêt s'émiettait au vent, et le tonnerre roulait, et l'éclair tombait, et le roc vacillait sur ses fondements. Et j'étais toujours blotti dans ma cachette, pour épier les actions de l'homme. Et l'homme tremblait dans la solitude. Cependant, la nuit avançait, et il restait assis sur le rocher. Alors je fus irrité, et je maudis de la malédiction du silence la rivière et les nénuphars, et le vent et la forêt, et le ciel et le tonnerre, et les soupirs des nénuphars. Et ils furent frappés de la malédiction, et ils devinrent muets. Et la lune cessa de faire péniblement sa route dans le ciel. Et le tonnerre expira, et l'éclair ne jaillit plus, et les nuages pendirent, immobiles, et les eaux redescendirent dans leurs lits, et y restèrent, et les arbres cessèrent de se balancer, et les nénuphars ne soupirèrent plus, et il ne s'éleva plus de leur foule le moindre murmure, ni l'ombre d'un son dans tout le vaste désert sans limite. Et je regardais les caractères du rocher, et ils étaient changés, et maintenant ils formaient le mot silence. Et mes yeux tombèrent sur la figure de l'homme, et sa figure était pâle de terreur. Et, précipitamment, il leva sa tête de sa main, il se dressa sur le rocher et tendit l'oreille. Mais il n'y avait pas de voix dans tout le vaste désert sans limite, et les caractères gravés sur le rocher étaient « silence ». Et l'homme frissonna, et il fit volte-face, il s'enfuit loin, loin, précipitamment, si bien que je ne le vis plus. Or, il y a de bien beaux contes dans les livres des mages, dans les mélancoliques livres des mages, qui sont reliés en fer. Il y a là, dis-je, de splendides histoires du ciel et de la terre et de la puissante mer, et des génies qui ont régné sur la mer, sur la terre et sur le ciel sublime. Il y avait aussi beaucoup de science dans les paroles qui ont été dites par les sibylles, et de saintes choses ont été entendues jadis par les sombres feuilles qui tremblaient autour de Dodone. Mais, comme il est vrai qu'Allah est vivant, je tiens cette fable que m'a contée le démon quand il s'assit à côté de moi dans l'ombre de la tombe pour la plus étonnante de toutes. Et quand le démon eut fini son histoire, il se renversa dans la profondeur de la tombe et se mit à rire. Et je ne pus pas rire avec le démon, et il me maudit parce que je ne pouvais pas rire. Et le lynx, qui demeure dans la tombe pour l'éternité, en sortit, et il se coucha aux pieds du démon, et il le regarda fixement dans les yeux. Fin de la section 21. Enregistré par Izad, quelque part en France. Section 22. De nouvelles histoires extraordinaires. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Vous vous renseignez à notre sujet,
ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Nouvelles histoires extraordinaires par Edgar Allan Poe. Traduit par Charles Baudelaire. L'île de la fée. Nullus enim locus sine genio est. Servius. La musique, dit Marmontel, dans ces contes moraux que nos traducteurs persistent à appeler moral tales, comme en dérision de leur esprit, la musique est le seul des talents qui jouissent de lui-même. Tous les autres veulent des témoins. Il confond ici le plaisir d'entendre des sons agréables avec la puissance de les créer. Pas plus qu'aucun autre talent, la musique n'est capable de donner une complète jouissance, s'il n'y a pas une seconde personne pour en apprécier l'exécution. Et cette puissance de produire des effets dont on jouisse pleinement dans la solitude ne lui est pas particulière. Elle est commune à tous les autres talents. L'idée que le conteur n'a pas pu concevoir clairement, ou qu'il a sacrifiée dans son expression à l'amour national du trait, est sans doute l'idée très soutenable que la musique du style le plus élevé est la plus complètement sentie quand nous sommes absolument seuls. La proposition sous cette forme sera admise du premier coup par ceux qui aiment la lyre pour l'amour de la lyre et pour ses avantages spirituels. Mais il est un plaisir toujours à la portée de l'humanité déchue, et c'est peut-être l'unique, qui doit même, plus que la musique, à la sensation accessoire de l'isolement. Je veux parler du bonheur éprouvé dans la contemplation d'une scène de la nature. En vérité, l'homme qui veut contempler en face la gloire de Dieu sur la terre doit contempler cette gloire dans la solitude. Pour moi du moins, la présence, non pas de la vie humaine seulement, mais de la vie sous toute autre forme que celle des êtres verdoyants qui croissent sur le sol et qui sont sans voix, est un opprobre pour le paysage. Elle est en guerre avec le génie de la scène. Oui, vraiment, j'aime à contempler les sombres vallées, et les roches grisâtres, et les eaux qui sourient silencieusement, et les forêts qui soupirent dans des sommeils anxieux, et les orgueilleuses et vigilantes montagnes qui regardent tout d'en haut. J'aime à contempler ces choses pour ce qu'elles sont, les membres gigantesques d'un vaste tout, animé et sensitif, un tout dont la forme, celle de la sphère, est la plus parfaite et la plus compréhensive de toutes les formes, dont la route se fait de compagnie avec d'autres planètes, dont la très douce servante est la lune, dont le seigneur médiatisé est le soleil, dont la vie est l'éternité, dont la pensée est celle d'un Dieu, dont la jouissance est connaissance, dont les destinées se perdent dans l'immensité, pour qui nous sommes une notion correspondante à la notion que nous avons des animalcules qui infestent le cerveau, un être que nous regardons conséquemment comme inanimé et purement matériel, appréciation très semblable à celle que ces animalcules doivent faire de nous. Nos télescopes et nos recherches mathématiques nous confirment de tout point, nonobstant la cafarderie de la plus ignorante prêtraille, que l'espace, et conséquemment le volume, est une importante considération aux yeux du Tout-Puissant. Les cercles dans lesquels se meuvent les étoiles sont le mieux appropriés à l'évolution, sans conflit, du plus grand nombre de corps possible. Les formes de ces corps sont exactement choisies pour contenir sous une surface donnée la plus grande quantité possible de matière, et les surfaces elles-mêmes sont disposées de façon à recevoir une population plus nombreuse que ne l'auraient pu les mêmes surfaces disposées autrement. Et, de ce que l'espace est infini, on ne peut tirer aucun argument contre cette idée, que le volume a une valeur aux yeux de Dieu, car pour remplir cet espace, il peut y avoir un infini de matière, et puisque nous voyons clairement que douer la matière de vitalité est un principe, et même, autant que nous en pouvons juger,
le principe capital dans les opérations de la divinité? Est-il logique de le supposer confiné dans l'ordre de la petitesse, où il se révèle journellement à nous, et de l'exclure des régions du grandiose? Comme nous découvrons des cercles dans des cercles et toujours sans fin, évoluant tout cependant autour d'un centre unique infiniment distinct, qui est la divinité, ne pouvons-nous pas supposer analogiquement et de la même manière la vie dans la vie, la moindre dans la plus grande, et toute dans l'esprit divin? Bref, nous errons follement par fatuité, en nous figurant que l'homme, dans ses destinées temporelles ou futures, est d'une plus grande importance dans l'univers que ce vaste limon de la vallée, qu'il cultive et qu'il méprise, et à laquelle il refuse une âme par la raison peu profonde qu'il ne la voit pas fonctionner. Ces idées et d'autres analogues ont toujours donné à mes méditations, parmi les montagnes et les forêts, près des rivières et de l'océan, une teinte de ce que les gens vulgaires ne manqueront pas d'appeler fantastique. Mes promenades vagabondes au milieu de tableaux de ce genre ont été nombreuses, singulièrement curieuses, souvent solitaires, et l'intérêt avec lequel j'ai erré à travers plus d'une vallée profonde et sombre, où contempler le ciel de maints lacs limpides a été un intérêt grandement accru par la pensée que j'errais seul, que je contemplais seul. Quel est le français bavard qui, faisant allusion à l'ouvrage bien connu de Zimmermann, a dit: la solitude est une belle chose, mais il faut quelqu'un pour vous dire que la solitude est une belle chose. Comme épigramme, c'est parfait, mais il faut, cette nécessité est une chose qui n'existe pas. Ce fut dans un de mes voyages solitaires, dans une région fort lointaine, montagne compliquée par de montagnes, méandres de rivières mélancoliques, lacs sombres et dormants, que je tombai sur certains petits ruisseaux avec une île. J'y arrivai soudainement dans un mois de juin, le mois du feuillage, et je me jetai sur le sol, sous les branches d'un arbuste odorant qui m'était inconnu, de manière à m'assoupir en contemplant le tableau. Je sentis que je ne pourrais le bien voir que de cette façon, tant il portait le caractère d'une vision. De tous côtés, excepté à l'ouest, où le soleil allait bientôt plonger, s'élevaient les murailles verdoyantes de la forêt, la petite rivière qui faisait un brusque coude et ainsi se dérobait soudainement à la vue, semblait ne pouvoir pas s'échapper de sa prison, mais on eût dit qu'elle était absorbée vers l'est par la verdure profonde des arbres, et du côté opposé, cela m'apparaissait ainsi, couché comme je l'étais et les yeux au ciel, tombait dans la vallée, sans intermittence et sans bruit, une splendide cascade, or et pourpre, vomie par les fontaines occidentales du ciel. À peu près au centre de l'étroite perspective qu'embrassait mon regard visionnaire, une petite île circulaire, magnifiquement verdoyante, reposait sur le sein du ruisseau. La rive et son image étaient si bien fondues que le tout semblait suspendu dans l'air. L'eau transparente jouait si bien le miroir qu'il était presque impossible de deviner à quel endroit du talus d'émeraude commençait son domaine de cristal. Ma position me permettait d'embrasser d'un seul coup d'œil les deux extrémités, est et ouest, de l'îlot, et j'observais dans leurs aspects une différence singulièrement marquée. L'ouest était tout un radieux harem de beauté de jardin. Il s'embrasait et rougissait sous l'œil oblique du soleil, et souriait extatiquement par toutes ses fleurs. Le gazon était court, élastique, odorant et parsemé d'asphodèles. Les arbres étaient souples, gais, droits, brillants, sveltes et gracieux, orientaux par la forme et le feuillage, avec une écorce polie, luisante et versicolore. On eût dit qu'un sentiment profond de vie et de joie circulait partout, et quoique les cieux ne soufflassent aucune brise, tout cependant semblait agité par d'innombrables papillons qu'on aurait pu prendre,
dans leurs fuites gracieuses et leurs zigzags pour des tulipes ailées. L'autre côté, le côté est de l'île, était submergé dans l'ombre la plus noire. Là, une mélancolie sombre, mais pleine de calme et de beauté, enveloppait toute chose. Les arbres étaient d'une couleur noirâtre, lugubres de forme et d'attitude, se tordant en spectres moroses et solennels, traduisant des idées de chagrin mortel et de mort prématurée. Le gazon y revêtait la teinte profonde du cyprès, et ses brins baissaient languissamment leurs pointes. Là s'élevaient éparpillés plusieurs petits monticules maussades, bas, étroits, pas très longs, qui avaient des airs de tombeaux, mais qui n'en étaient pas. Quoique au-dessus et tout autour grimpassent la rue et le romarin. L'ombre des arbres tombait pesamment sur l'eau et semblait s'y ensevelir, imprégnant de ténèbres les profondeurs de l'élément. Je m'imaginais que chaque ombre, à mesure que le soleil descendait plus bas, toujours plus bas, se séparait à regret du tronc qui lui avait donné naissance et était absorbé par le ruisseau, pendant que d'autres ombres naissaient à chaque instant des arbres, prenant la place de leurs aînées défuntes. Cette idée, une fois qu'elle se fut emparée de mon imagination, l'excita fortement, et je me perdis immédiatement en rêverie. Si jamais il fut enchanté, me disais-je, celle-ci l'est, bien sûr. C'est le rendez-vous des quelques gracieuses fées qui ont survécu à la destruction de leur race. Ces vertes tombes sont-elles les leurs? Rendent-elles leur douce vie de la même façon que l'humanité? Ou plutôt leur mort n'est-elle pas une espèce de dépérissement mélancolique? Rendent-elles à Dieu leur existence petit à petit, épuisant lentement leur substance jusqu'à la mort, comme ces arbres rendent leurs ombres l'une après l'autre? Ce que l'arbre qui s'épuise est à l'eau, qui en boit l'ombre et devient plus noire de la proie qu'elle avale, la vie de la fée ne pourrait-elle pas bien être la même chose à la mort qui l'engloutit? Comme je rêvais ainsi, les yeux à moitié clos, tandis que le soleil descendait rapidement vers son lit, et que des tourbillons couraient tout autour de l'île, portant sur leur sein de grandes, lumineuses et blanches écailles, détachées des troncs des sycomores, écailles qu'une imagination vive aurait pu, grâce à leur position variée sur l'eau, convertir en tels objets qui leur auraient plu. Pendant que je rêvais ainsi, il me sembla que la figure d'une de ces mêmes fées dont j'avais rêvé, se détachant de la partie lumineuse et occidentale de l'île, s'avançait lentement vers les ténèbres. Elle se tenait droite, sur un canot singulièrement fragile, et le mouvait avec un fantôme d'aviron. Tant qu'elle fut sous l'influence des beaux rayons attardés, son attitude parut traduire la joie. Mais le chagrin altéra sa physionomie quand elle passa dans la région de l'ombre. Lentement, elle glissa tout le long, fit peu à peu le tour de l'île, et rentra dans la région de la lumière. La révolution qui vient d'être accomplie par la fée, continuai-je, toujours rêvant, est le cycle d'une brève année de sa vie. Elle a traversé son hiver et son été. Elle s'est rapprochée de la mort d'une année, car j'ai bien vu que quand elle entrait dans l'obscurité, son ombre se détachait d'elle et était engloutie par l'eau sombre, rendant sa noirceur encore plus noire. Et de nouveau le petit bateau apparut, avec la fée, mais dans son attitude il y avait plus de souci et d'indécision, et moins d'élastique allégresse. Elle navigua de nouveau de la lumière vers l'obscurité, qui s'approfondissait à chaque minute, et de nouveau son ombre se détachant tomba dans l'ébène liquide et fut absorbée par les ténèbres. Et plusieurs fois encore elle fit le circuit de l'île, pendant que le soleil se précipitait vers son lit, et à chaque fois qu'elle émergeait dans la lumière il y avait plus de chagrin dans sa personne, et elle devenait plus faible et plus abattue et plus indistincte. Et à chaque fois qu'elle passait dans l'obscurité il se détachait d'elle
un spectre plus obscur qui était submergé par une ombre plus noire. Mais à la fin, quand le soleil eut totalement disparu, la fée, maintenant pur fantôme d'elle-même, entra avec son bateau, pauvre, inconsolable, dans la région du fleuve d'ébène, et si elle en sortit jamais, je ne puis le dire, car les ténèbres tombèrent sur toute chose, et je ne vis plus son enchanteresse figure. Fin de la section 22, enregistrée par Margot. Section 23 de Nouvelles histoires extraordinaires. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Nouvelles histoires extraordinaires par Edgar Allan Poe, traduit par Charles Baudelaire. Le portrait ovale. Le château dans lequel mon domestique s'était avisé de pénétrer de force, plutôt que de me permettre, déplorablement blessé comme je l'étais, de passer une nuit en plein air, était un de ces bâtiments, mélange de grandeur et de mélancolie, qui ont si longtemps dressé leurs fronts sourcilleux au milieu des Apennins, aussi bien dans la réalité que dans l'imagination de Mistress Radcliffe. Selon toute apparence, il avait été temporairement et tout récemment abandonné. Nous nous installâmes dans une des chambres les plus petites et les moins somptueusement meublées. Elle était située dans une tour écartée du bâtiment. Sa décoration était riche, mais antique et délabrée. Les murs étaient tendus de tapisseries et décorés de nombreux trophées héraldiques de toutes formes, ainsi que d'une quantité vraiment prodigieuse de peintures modernes, pleines de style, dans de riches cadres d'or d'un goût arabesque. Je pris un profond intérêt, ce fut peut-être mon délire qui commençait, qui en fut cause. Je pris un profond intérêt à ces peintures, qui étaient suspendues non seulement sur les faces principales des murs, mais aussi dans une foule de recoins que la bizarre architecture du château rendait inévitable, si bien que j'ordonnai à Pedro de fermer les lourds volets de la chambre, puisqu'il faisait déjà nuit, d'allumer un grand candélabre à plusieurs branches placé près de mon chevet, et d'ouvrir tout grand les rideaux de velours noir garnis de crépines qui entouraient le lit. Je désirais que cela fût ainsi pour que je pusse au moins, si je ne pouvais pas dormir, me consoler alternativement par la contemplation de ces peintures et par la lecture d'un petit volume que j'avais trouvé sur l'oreiller et qui en contenait l'appréciation et l'analyse. Je lus longtemps, longtemps. Je contemplai religieusement, dévotement. Les heures s'envolèrent, rapides et glorieuses, et le profond minuit arriva. La position du candélabre me déplaisait, et étendant la main avec difficulté pour ne pas déranger mon valet assoupi, je plaçai l'objet de manière à jeter les rayons en plein sur le livre. Mais l'action produisit un effet absolument inattendu. Les rayons des nombreuses bougies, car il y en avait beaucoup, tombèrent alors sur une niche de la chambre que l'une des colonnes du lit avait jusque-là couverte d'une ombre profonde. J'aperçus dans une vive lumière une peinture qui m'avait d'abord échappé. C'était le portrait d'une jeune fille déjà mûrissante et presque femme. Je jetai sur la peinture un coup d'œil rapide et je fermai les yeux. Pourquoi ? Je ne le compris pas moi-même tout d'abord, mais pendant que mes paupières restaient closes, j'analysai rapidement la raison qui me les faisait fermer ainsi. C'était un mouvement involontaire pour gagner du temps et pour penser, pour m'assurer que ma vue ne m'avait pas trompé, pour calmer et préparer mon esprit à une contemplation plus froide et plus sûre. Au bout de quelques instants, je regardai de nouveau la peinture fixement. Je ne pouvais pas douter, quand même je l'aurais voulu, que je n'y visse alors très nettement, car le premier éclair du flambeau sur cette toile avait dissipé la stupeur rêveuse dont mes sens étaient possédés, et m'avait appelé tout d'un coup à la vie réelle. Le portrait, je l'ai déjà dit, était celui d'une jeune fille. C'était une simple tête avec des épaules, le tout dans ce style qu'on appelle, en langage technique, style de vignette. Beaucoup de manières de Sully dans ces têtes de prédilection. Les bras, le sein et même les bouts des cheveux rayonnants se fondaient insaisissablement dans l'ombre vague mais profonde qui servait de fond à l'ensemble. Le cadre était ovale, magnifiquement doré et guilloché dans le goût mauresque. Comme œuvre d'art, on ne pouvait rien trouver de plus admirable que la peinture elle-même. Mais il se peut bien que ce ne fût ni l'exécution de l'œuvre, ni l'immortelle beauté de la physionomie, qui m'impressionna si soudainement et si fortement.
Encore moins devais-je croire que mon imagination, sortant d'un demi-sommeil, eût pris la tête pour celle d'une personne vivante. Je vis tout d'abord que les détails du dessin, le style de vignette et l'aspect du cadre auraient immédiatement dissipé un pareil charme, et m'auraient préservé de toute illusion, même momentanée. Tout en faisant ces réflexions, et très vivement, je restai à demi étendu, à demi assis, 1 heure entière peut-être, les yeux rivés à ce portrait. À la longue, ayant découvert le vrai secret de son effet, je me laissai retomber sur le lit. J'avais deviné que le charme de la peinture était une expression vitale absolument adéquate à la vie elle-même, qui d'abord m'avait fait tressaillir et finalement m'avait confondu, subjugué, épouvanté. Avec une terreur profonde et respectueuse, je replaçai le candélabre dans sa position première. Ayant ainsi dérobé à ma vue la cause de ma profonde agitation, je cherchai vivement le volume qui contenait l'analyse des tableaux et leur histoire. Allant droit au numéro qui désignait le portrait ovale, j'y lus le vague et singulier récit qui suit. C'était une jeune fille d'une très rare beauté, et qui n'était pas moins aimable que pleine de gaieté. Et maudite fut l'heure où elle vit, et aima, et épousa le peintre. Lui, passionné, studieux, austère, et ayant déjà trouvé une épouse dans son art. Elle, une jeune fille d'une très rare beauté, et non moins aimable que pleine de gaieté. Rien que lumière et sourire, et la folâtrerie d'un jeune faon. Aimant et chérissant toutes choses, ne haïssant que l'art qui était son rival. Ne redoutant que la palette et les brosses, et les autres instruments fâcheux qui la privaient de la figure de son adoré. Ce fut une terrible chose pour cette dame que d'entendre le peintre parler du désir de peindre sa jeune épouse. Mais elle était humble et obéissante, et elle s'assit avec douceur pendant de longues semaines dans la sombre et haute chambre de la tour, où la lumière filtrait sur la pâle toile seulement par le plafond. Mais lui, le peintre, mettait sa gloire dans son œuvre, qui avançait d'heure en heure et de jour en jour. Et c'était un homme passionné, et étrange, et pensif, qui se perdait en rêveries, si bien qu'il ne voulait pas voir que la lumière qui tombait si lugubrement dans cette tour isolée desséchait la santé et les esprits de sa femme, qui languissait visiblement pour tout le monde, excepté pour lui. Cependant elle souriait toujours, et toujours sans se plaindre, parce qu'elle voyait que le peintre, qui avait un grand renom, prenait un plaisir vif et brûlant dans sa tâche, et travaillait nuit et jour pour peindre celle qu'il aimait si fort, mais qui devenait de jour en jour plus languissante et plus faible. Et, en vérité, ceux qui contemplaient le portrait parlaient à voix basse de sa ressemblance, comme d'une puissante merveille, et comme d'une preuve non moins grande de la puissance du peintre que de son profond amour pour celle qu'il peignait si miraculeusement bien. Mais à la longue, comme la besogne approchait de sa fin, personne ne fut plus admis dans la tour, car le peintre était devenu fou par l'ardeur de son travail, et il détournait rarement ses yeux de la toile, même pour regarder la figure de sa femme. Et il ne voulait pas voir que les couleurs qu'il étalait sur la toile étaient tirées des joues de celle qui était assise près de lui. Et quand bien des semaines furent passées, et qu'il ne restait plus que peu de choses à faire, rien qu'une touche sur la bouche et un glacis sur l'œil, l'esprit de la dame palpita encore, comme la flamme dans le bec d'une lampe. Et alors la touche fut donnée, et alors le glacis fut placé, et pendant un moment le peintre se tint en extase devant le travail qu'il avait travaillé. Mais 1 minute après, comme il contemplait encore, il trembla, et il fut frappé d'effroi, et criant d'une voix éclatante « En vérité, c'est la vie elle-même !» Il se retourna brusquement pour regarder sa bien-aimée. Elle était morte. Fin de la section 23. Section 24 de Nouvelles histoires extraordinaires. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Nouvelles histoires extraordinaires par Edgar Allan Poe. Traduit par Charles Baudelaire. Le joueur d'échecs de Maelzel. Aucune exhibition du même genre n'a jamais peut-être autant excité l'attention publique que le joueur d'échecs de Maelzel. Partout où il s'est fait voir, il a été, pour toutes les personnes qui pensent, l'objet d'une intense curiosité.
Toutefois, la question du modus operandi n'est pas encore résolue. Rien n'a été écrit sur ce sujet qui puisse être considéré comme décisif. En effet, nous rencontrons partout des hommes doués du génie de la mécanique, doués d'une perspicacité générale fort grande et d'un rare discernement, qui n'hésitent pas à déclarer que l'automate en question est une pure machine dont les mouvements n'ont aucun rapport avec l'action humaine et qui est conséquemment, sans aucune comparaison, la plus étonnante de toutes les inventions humaines. Et cette conclusion, disons-le, serait irréfutable si la supposition qui la précède était juste et plausible. Si nous adoptions leur hypothèse, il serait vraiment absurde de comparer aux joueurs d'échecs tout autre individu analogue, soit des temps anciens, soit des temps modernes. Cependant, il a existé bien des automates et des plus surprenants. Dans les lettres de Brewster sur la magie naturelle, nous en trouvons une liste des plus remarquables. Parmi ceux-là, on peut citer d'abord, comme ayant positivement existé, le carrosse inventé par M. Camus pour l'amusement de Louis XIV, alors enfant. Une table ayant 4 pieds de carré environ était placée dans la chambre destinée à l'expérience. Sur cette table était posé un carrosse long de 6 pouces, en bois, et traîné par 2 chevaux faits de la même matière. Une glace étant abaissée, on apercevait une dame sur la banquette postérieure. Sur le siège, un cocher tenait les rênes, et par derrière, un valet de pied et un page occupaient leur place ordinaire. Monsieur Camus touchait alors un ressort. Immédiatement, le cocher faisait claquer son fouet, et les chevaux marchaient naturellement le long du bord de la table, traînant le carrosse derrière eux. Étant allés aussi loin que possible dans ce premier sens, ils opéraient brusquement un tour sur la gauche, et le véhicule reprenait sa course à angle droit, toujours le long du bord extrême de la table. Le carrosse continuait jusqu'à ce qu'il fût arrivé en face du fauteuil occupé par le jeune prince. Là, il s'arrêtait. Le page descendait et ouvrit la portière, la dame mettait pied à terre et présentait une pétition à son souverain, puis elle rentrait. Le page relevait le marchepied, fermait la portière et reprenait sa place. Le cocher fouettait ses chevaux et le carrosse retournait vers sa position première. Le magicien de M. Maillardet mérite également d'être noté. Nous copions le compte-rendu suivant dans les lettres déjà citées du docteur Brewster, qui a tiré ses principaux renseignements de l'encyclopédie d'Édimbourg. Une des pièces mécaniques les plus populaires que nous ayons vues est le magicien construit par M. Maillardet, dont la spécialité consiste à répondre à certaines questions données. Une figure habillée en magicien apparaît assise au pied d'un mur, tenant une baguette dans la main droite, et dans l'autre un livre. Des questions en un certain nombre, préparées à l'avance, sont inscrites dans des médaillons ovales, le spectateur ayant détaché celles de son choix pour lesquelles il demande une réponse et les ayant placées dans un tiroir destiné à les recevoir, le tiroir se ferme par un ressort jusqu'à ce que la réponse soit transmise. Le magicien se lève alors de son siège, incline la tête, décrit des cercles et, consultant son livre comme préoccupé par une profonde pensée, l'élève à la hauteur de son visage. Feignant ainsi de méditer sur la question posée, il lève sa baguette et en frappe le mur au-dessus de sa tête. Les 2 battants d'une porte s'ouvrent et laissent voir une réponse appropriée à la question. La porte se referme, le magicien reprend son attitude primitive et le tiroir s'ouvre pour rendre le médaillon. Ces médaillons sont au nombre de 20, contenant tous des questions différentes, auxquelles le magicien riposte par des réponses adaptées d'une façon étonnante. Les médaillons sont faits de minces planches de cuivre de forme elliptique se ressemblant toutes exactement. Quelques-uns des médaillons portent une question écrite de chaque côté, et dans ce cas le magicien répond successivement aux 2. Si le tiroir se referme sans qu'un médaillon y ait été déposé, le magicien se lève, consulte son livre, secoue la tête et se rassied. Les 2 battants de la porte restent fermés et le tiroir revient vide. Si 2 médaillons sont mis ensemble dans le tiroir, on n'obtient de réponse que pour celui qui est placé en dessous. Quand la machine est montée, le mouvement peut durer 1 heure à peu près. Et pendant ce temps, l'automate peut répondre à environ 50 questions. L'inventeur affirmait que les moyens par lesquels les divers médaillons agissaient sur la machine pour produire les réponses convenables aux questions inscrites étaient excessivement simples. Le canard de Vaucanson était encore plus remarquable. Il était de grosseur naturelle et imitait si parfaitement l'animal vivant que tous les spectateurs subissaient l'illusion. Il exécutait, dit Brewster, toutes les attitudes et tous les gestes de la vie, mangeait et buvait avec avidité, accomplissait tous les mouvements de tête et de gosier qui sont le propre du canard et, comme lui, troublait vivement l'eau qu'il aspirait avec son bec. Il produisait aussi le cri nasillard de la bête avec une vérité complète de naturel. Dans la structure anatomique, l'artiste avait déployé la plus haute habileté. Chaque os du crâne réel avait son correspondant dans l'automate, et les ailes étaient anatomiquement exactes. Chaque cavité apophyse ou courbure était strictement imitée, et chaque os opérait son mouvement propre. Quand on jetait du grain devant lui, l'animal allongeait le cou pour le becqueter, l'avalait et le digérait. Si ces machines révélaient du génie, que devrons-nous donc penser de la machine à calculer de M. Babbage ?
Que penserons-nous d'une mécanique de bois et de métal qui non seulement peut computer les tables astronomiques et nautiques jusqu'à n'importe quel point donné, mais encore confirmer la certitude mathématique de ces opérations par la faculté de corriger les erreurs possibles? Que penserons-nous d'une mécanique qui non seulement peut accomplir tout cela, mais encore imprime matériellement les résultats de ces calculs compliqués aussitôt qu'ils sont obtenus et sans la plus légère intervention de l'intelligence humaine? On répondra peut-être qu'une machine telle que celle que nous décrivons est, sans aucune comparaison possible, bien au-dessus du joueur d'échecs de Maelzel. En aucune façon. Elle est, au contraire, bien inférieure, pourvu toutefois que nous ayons admis d'abord, ce qui ne saurait être raisonnablement admis un seul instant, que le joueur d'échecs est une pure machine et accomplit ses opérations sans aucune intervention humaine immédiate. Les calculs arithmétiques ou algébriques sont, par leur nature même, fixes et déterminés. Certaines données étant acceptées, certains résultats s'en suivent nécessairement et inévitablement. Ces résultats ne dépendent de rien et ne subissent l'influence de rien que des données primitivement acceptées. Et la question à résoudre marche, ou devrait marcher, vers la solution finale par une série de points infaillibles qui ne sont passibles d'aucun changement et ne sont soumis à aucune modification. Ceci étant adopté, nous pouvons sans difficulté concevoir la possibilité de construire une pièce mécanique qui, prenant son point de départ dans les données de la question à résoudre, continuera ses mouvements régulièrement, progressivement, sans déviation aucune, vers la solution demandée puisque ces mouvements, quelque complexes qu'on les suppose, n'ont jamais pu être conçus que finis et déterminés. Mais dans le cas du joueur d'échecs, il y a une immense différence. Ici, il n'y a pas de marche déterminée. Aucun coup dans le jeu des échecs ne résulte nécessairement d'un autre coup quelconque. D'aucune disposition particulière des pièces à un point quelconque de la partie, nous ne pouvons déduire leur disposition future à un autre point quelconque. Supposons le premier coup d'une partie d'échecs mis en regard des données d'un problème algébrique, et nous saisirons immédiatement l'énorme différence qui les distingue. Dans le cas des données algébriques, le second pas de la question qui en dépend absolument en résulte inévitablement. Il est créé par la donnée. Il faut qu'il soit ce qu'il est et non pas un autre. Mais le premier coup dans une partie d'échecs n'est pas nécessairement suivi d'un second coup déterminé. Pendant que le problème algébrique marche vers la solution, la certitude des opérations reste entièrement intacte. Le second pas n'étant que la conséquence des données, le troisième est également une conséquence du second, le quatrième du troisième, le cinquième du quatrième, et ainsi de suite, sans aucune alternative possible jusqu'à la fin. Mais dans les échecs, l'incertitude du coup suivant est en proportion de la marche de la partie. Quelques coups ont eu lieu, mais aucun pas certain n'a été fait. Différents spectateurs pourront conseiller différents coups. Tout dépend donc ici du jugement variable des joueurs. Or, même en accordant, ce qui ne peut pas être accordé, que les mouvements de l'automate joueur d'échecs soient en eux-mêmes déterminés, ils seraient nécessairement interrompus et dérangés par la volonté non déterminée de son antagoniste. Il n'y a donc aucune analogie entre les opérations du joueur d'échecs et celles de la machine à calculer de M. Babbage. Et s'il nous plaît d'appeler le premier une pure machine, nous serons forcés d'admettre qu'il est, sans aucune comparaison possible, la plus extraordinaire invention de l'humanité. Cependant, son premier introducteur, le baron Kempelen, ne se faisait pas scrupule de le déclarer une pièce mécanique très ordinaire, une babiole dont les effets ne paraissaient si merveilleux que par l'audace de la conception et le choix heureux des moyens adoptés pour favoriser l'illusion. Mais il est inutile de s'appesantir sur ce point. Il est tout à fait certain que les opérations de l'automate sont réglées par l'esprit et non par autre chose. On peut même dire que cette affirmation est susceptible d'une démonstration mathématique a priori. La seule chose en question est donc la manière dont se produit l'intervention humaine. Avant d'entrer dans ce sujet, il serait sans doute convenable de donner l'histoire et la description très brève du joueur d'échecs pour la commodité de ceux de nos lecteurs qui n'ont jamais eu l'occasion d'assister à l'exhibition de M. Maelzel. L'automate joueur d'échecs fut inventé en 1769 par le baron Kempelen, gentilhomme de Presbourg, en Hongrie, qui postérieurement le céda avec le secret de ses opérations à son propriétaire actuel. Peu de temps après son achèvement, il fut exposé à Presbourg, à Paris, à Vienne et dans d'autres villes du continent. En 1783 et 1784, il fut transporté à Londres par M. Maelzel. Dans ces dernières années, l'automate a visité les principales villes des États-Unis. Partout où il s'est fait voir, il a excité la plus vive curiosité et de nombreuses tentatives ont été faites par des hommes de toutes classes pour pénétrer le mystère de ses mouvements. La gravure qui précède donne une représentation passable de la figure que les citoyens de Richmond ont pu contempler il y a quelques semaines. Le bras droit, toutefois, devrait s'étendre plus avant sur la caisse, un échiquier devrait aussi s'y faire voir, enfin le coussin ne devrait pas être aperçu tant que la main tient la pipe. Quelques altérations sans importance ont eu lieu dans le costume du joueur d'échecs depuis qu'il est la propriété de M. Maelzel. Aussi, dans le principe, il ne portait pas de plumet.
À l'heure marquée pour l'exhibition, un rideau est tiré, ou bien une porte à 2 battants s'ouvre, et la machine est roulée à environ 12 pieds du spectateur le plus rapproché devant lequel une corde reste tendue. On aperçoit une figure habillée à la turque et assise les jambes croisées devant une vaste caisse qui semble faite de bois d'érable et qui lui sert de table. L'exhibiteur roulera, si on l'exige, la machine vers n'importe quel endroit de la salle, la laissera stationner sur n'importe quel point désigné, ou même la changera plusieurs fois de place pendant la durée de la partie. La base de la caisse est assez élevée au-dessus du plancher, au moyen de roulettes ou de petits cylindres de cuivre sur lesquels on la fait mouvoir, et les spectateurs peuvent ainsi apercevoir toute la portion d'espace comprise au-dessous de l'automate. La chaise sur laquelle repose la figure est fixe et adhérente à la caisse. Sur le plan supérieur de cette caisse est un échiquier, également adhérent. Le bras droit du joueur d'échecs est étendu tout du long devant lui, faisant angle droit avec son corps et appuyé dans une pose indolente au bord de l'échiquier. La main est tournée le dos en dessus. L'échiquier a 18 pouces de carré. Le bras gauche de la figure est fléchi au coude et la main gauche tient une pipe. Une draperie verte cache le dos du Turc et recouvre en partie le devant des 2 épaules. La caisse, si l'on en juge par son aspect extérieur, est divisée en 5 compartiments, 3 armoires d'égale dimension et 2 tiroirs qui occupent la partie du coffre placée au-dessous des armoires. Les observations précédentes ont trait à l'aspect de l'automate, considéré au premier coup d'œil, quand il est introduit en présence des spectateurs. M. Maelzel annonce alors à l'assemblée qu'il va exposer à ses yeux le mécanisme de l'automate. Tirant de sa poche un trousseau de clés, il ouvre avec l'une d'elles la porte marquée du chiffre 1 dans la gravure page 285, et livre ainsi tout l'intérieur de l'armoire à l'examen des personnes présentes. Tout cet espace est en apparence rempli de roues, de pignons, de leviers et d'autres engins mécaniques entassés et serrés les uns contre les autres, de sorte que le regard ne peut pénétrer qu'à une petite distance à travers l'ensemble. Laissant cette porte ouverte toute grande, Maelzel passe alors derrière la caisse et, soulevant le manteau de la figure, ouvre une autre porte placée juste derrière la première déjà ouverte. Tenant une bougie allumée devant cette porte, et changeant en même temps la machine de place à plusieurs reprises, il fait ainsi pénétrer une vive lumière à travers toute l'armoire, qui alors apparaît pleine, absolument pleine d'engins mécaniques. Les assistants étant bien convaincus de ce fait, Maelzel repousse la porte de derrière, la referme, ôte la clé de la serrure, laisse retomber le manteau de la figure, et revient par devant. La porte marquée du chiffre 1 est restée ouverte, on s'en souvient. L'exhibiteur procède maintenant à l'ouverture du tiroir placé sous les armoires au bas de la caisse. Car, bien qu'il y ait en apparence 2 tiroirs, il n'y en a qu'un en réalité, les 2 poignées et les 2 trous de clé ne figurant que pour l'ornement. Ce tiroir ouvert dans toute son étendue, on aperçoit un petit coussin avec une collection complète d'échecs fixés dans un châssis de manière à s'y maintenir perpendiculairement. Laissant ce tiroir ouvert, ainsi que l'armoire numéro 1, Maelzel ouvre la porte numéro 2 et la porte numéro 3, qui ne sont, comme on le voit alors, que les 2 battants d'une même porte, ouvrant sur un seul et même compartiment. Toutefois, à la droite de ce compartiment, c'est-à-dire à la droite du spectateur, il existe une petite partie séparée, large de 6 pouces et occupée par des pièces mécaniques. Quant au principal compartiment, en parlant de cette partie de la caisse visible après l'ouverture des portes 2 et 3, nous l'appellerons toujours le principal compartiment, il est revêtu d'une étoffe sombre et ne contient pas d'autres engins mécaniques que 2 pièces d'acier en forme de quart de cercle placées chacune à l'un des 2 coins supérieurs de derrière du compartiment. Une petite éminence de 8 pouces de carré environ, également recouverte d'une étoffe sombre, s'élève de la base du compartiment près du coin le plus reculé à la gauche du spectateur. Laissant ouvertes les portes 2 et 3, ainsi que le tiroir et la porte 1, l'exhibiteur se dirige derrière le principal compartiment et, ouvrant là une autre porte, en éclaire parfaitement l'intérieur en y introduisant une bougie allumée. Toute la caisse ayant été ainsi exposée, en apparence à l'examen de l'assemblée, Maelzel, laissant toujours les portes et le tiroir ouverts, retourne complètement l'automate et expose le dos du Turc en soulevant la draperie. Une porte d'environ 10 pouces de carré s'ouvre dans les reins de la figure, et une autre aussi, mais plus petite, dans la cuisse gauche. L'intérieur de la figure, vu ainsi à travers ces ouvertures, paraît occupé par des pièces mécaniques. En général, chaque spectateur est dès lors convaincu qu'il a vu et complètement examiné simultanément toutes les parties constitutives de l'automate, et l'idée qu'une personne ait pu, pendant une exhibition si complète de l'intérieur, y rester cachée, est immédiatement rejetée par les esprits, comme excessivement absurde, si toutefois elle a été acceptée un instant. M. Maelzel, remplaçant la machine dans la position première, informe maintenant la société que l'automate jouera une partie d'échecs avec quiconque se présentera comme adversaire. Le défi étant accepté, une petite table est dressée pour l'antagoniste,
et placés tout près de la corde, non pas en face, mais à bout extrême, pour ne priver aucune personne de l'assemblée de la vue de l'automate. D'un tiroir de cette table est tiré un jeu d'échecs, et généralement, mais pas toujours, Maelzel les range de sa propre main sur l'échiquier, qui consiste simplement en carrés peints sur la table selon le nombre habituel. L'adversaire s'étant assis, l'exhibiteur se dirige vers le tiroir de la caisse, sous le bras gauche de l'automate, après lui avoir retiré la pipe de la main. Prenant ensuite dans le même tiroir le jeu d'échecs de l'automate, il dispose les pièces sur l'échiquier placé devant la figure. Puis il repousse les portes et les ferme, laissant le trousseau de clés suspendu à la porte numéro 1. Il ferme également le tiroir et enfin il monte la machine en introduisant une clé dans un trou placé à l'extrémité gauche de la machine, gauche du spectateur. La partie commence, l'automate faisant le premier coup. La durée de la partie est également limitée à une demi-heure, mais si elle n'est pas finie à l'expiration de cette période, et si l'adversaire prétend qu'il croit pouvoir battre l'automate, M. Maelzel s'oppose rarement à la continuation de la partie. Ne pas fatiguer l'assemblée, tel est le motif ostensible et sans doute réel de cette limitation de temps. Naturellement, on devine qu'à chaque coup joué par l'adversaire à sa propre table, M. Maelzel lui-même, agissant comme représentant de l'adversaire, exécute le coup correspondant sur la caisse de l'automate. De même, quand le Turc joue, le coup correspondant est exécuté à la table de l'adversaire par M. Maelzel, agissant alors comme représentant de l'automate. De cette façon, il est nécessaire que l'exhibiteur passe souvent d'une table vers l'autre. Souvent aussi, il retourne vers la figure pour emporter les pièces qu'elle a prises et qu'il dépose au fur et à mesure sur la caisse à gauche de l'échiquier, à sa propre gauche. Quand l'automate hésite relativement à un coup, on voit quelquefois l'exhibiteur se placer très près de sa droite et poser sa main de temps à autre d'une façon négligente sur la caisse. Il a aussi une certaine trépidation des pieds, propre à insinuer dans les esprits qui sont plus rusés que sagaces l'idée d'une connivence entre la machine et lui. Ces particularités sont sans doute de purs tics de M. Maelzel, ou, s'il en a conscience, il s'en sert dans le but de suggérer au spectateur cette fausse idée qu'il n'y a dans l'automate qu'un pur mécanisme. Le Turc joue de la main gauche. Tous les mouvements sont opérés à angle droit. Ainsi, la main, qui est gantée et pliée d'une façon naturelle, est portée directement au-dessus de la pièce qu'il faut mouvoir, puis finalement s'abaisse dessus, et dans beaucoup de cas, les doigts s'en emparent sans difficulté. Quelquefois cependant, quand la pièce n'est pas précisément et exactement sur la place qu'elle doit occuper, l'automate échoue dans son effort pour la saisir. Quand cet accident se produit, il ne fait pas un second effort. Mais le bras continue son mouvement dans le sens primitivement voulu, tout comme si les doigts s'étaient emparés de la pièce. Ayant ainsi désigné la place où le coup aurait dû être fait, le bras se retire vers le coussin et Maelzel exécute le mouvement indiqué par l'automate. À chaque mouvement de la figure, on entend remuer la mécanique. Pendant la marche de la partie, le Turc de temps à autre roule ses yeux comme s'il examinait l'échiquier, remue la tête et prononce le mot échec quand il y a lieu. L'antagoniste a-t-il joué à faux? Il tape vivement sur la caisse avec les doigts de sa main droite, secoue énergiquement la tête et, remettant à sa place première la pièce déplacée à tort, prend pour lui le droit de jouer le coup suivant. Quand il a gagné la partie, il balance sa tête avec un air de triomphe, regarde complaisamment les spectateurs autour de lui et, reculant son bras gauche plus loin que d'ordinaire, laisse ses doigts seulement reposer sur le coussin. En général, le Turc est victorieux. Une ou deux fois, il a été battu. La partie finie, Maelzel exhibera de nouveau, si on le désire, le mécanisme de la caisse, de la même manière qu'au commencement. La machine est roulée en arrière et un rideau qui se déploie la cache aux yeux des spectateurs. Plusieurs tentatives ont été faites pour résoudre le mystère de l'automate. L'opinion la plus générale, opinion trop souvent adoptée par des gens de qui l'intelligence promettait mieux, a été, comme nous l'avons déjà dit, que l'action humaine n'y entrait pour rien, que la machine était une pure machine, et rien de plus. Quelques-uns toutefois ont soutenu que l'exhibiteur lui-même réglait les mouvements de l'automate par quelques moyens mécaniques agissant à travers les pieds de la caisse. D'autres, à leur tour, ont parlé audacieusement d'un aimant. De la première de ces opinions, nous n'avons, pour le présent, rien à dire de plus que ce que nous en avons déjà dit. Relativement à la seconde, il suffira de répéter ce que nous avons déjà mentionné, à savoir que la machine roule sur des cylindres et est, à la requête d'un spectateur quelconque, poussée dans n'importe quel endroit de la salle, même pendant toute la durée de la partie. La supposition d'un aimant est également insoutenable, car si un aimant servait d'agent, un autre aimant caché dans la poche d'un spectateur dérangerait tout le mécanisme. D'ailleurs, l'exhibiteur ne s'opposera pas à ce qu'on laisse sur la caisse une pierre aimantée, la plus puissante même, pendant toute la durée de l'exhibition. Le premier essai d'explication écrit, le premier du moins dont nous ayons connaissance, s'est produit dans une grosse brochure imprimée à Paris en 1785. L'hypothèse de l'auteur se réduisait à ceci, qu'un nain faisait mouvoir la machine.
Il était supposé que ce nain se cachait pendant qu'on ouvrait la caisse en fourrant ses jambes dans 2 cylindres creux qu'on représentait comme faisant partie du mécanisme de l'armoire numéro 1, bien qu'il n'y figure pas, pendant que son corps restait entièrement hors de la caisse, recouvert par le manteau du Turc. Quand les portes étaient fermées, le nain trouvait le moyen de passer son corps dans la caisse, le bruit produit par quelques parties de la mécanique lui permettait de le faire sans être entendu, et aussi de fermer la porte sur laquelle il était entré. L'intérieur de l'automate étant ainsi exhibé et aucune personne n'y étant vue, les spectateurs, dit l'auteur de la brochure, sont convaincus qu'il n'y a en effet personne dans aucune partie de la machine. Toute l'hypothèse est trop visiblement absurde pour mériter un commentaire ou une réfutation, et aussi apprenons-nous qu'elle n'attira que fort médiocrement l'attention publique. En 1789, un livre fut publié à Dresde par Monsieur I.E. Freyer, dans lequel se trouvait un nouvel essai d'explication du mystère. Le livre de Monsieur Freyer était passablement gros et copieusement illustré de planches coloriées. Quant à lui, il supposait qu'un grand garçon fort instruit et juste assez mince pour pouvoir se cacher dans un tiroir placé immédiatement au-dessous de l'échiquier, jouait la partie d'échecs et effectuait toutes les évolutions de l'automate. Cette idée, quoique encore plus sotte que celle de l'auteur parisien, reçut toutefois un meilleur accueil et fut jusqu'à un certain point adoptée comme la vraie solution du miracle, jusqu'au moment où l'inventeur mit fin à la discussion en autorisant un soigneux examen du couvercle de la caisse. Ces bizarres essais d'explication furent suivis d'autres non moins bizarres. Dans ces dernières années, toutefois, un écrivain anonyme, tout en suivant une voie de raisonnement fort peu philosophique, est parvenu à tomber sur une solution plausible, quoique nous ne puissions la considérer comme la seule absolument vraie. Son article fut publié primitivement dans un journal hebdomadaire de Baltimore, illustré de gravures et portant pour titre « Une tentative d'analyse de l'automate joueur d'échecs de M. Maelzel ». Nous croyons que cet article est l'édition primitive de la brochure à laquelle Sir Brewster fait allusion dans ses lettres sur la magie naturelle et qu'il n'hésite pas à déclarer une parfaite et satisfaisante explication. Les résultats de l'analyse sont en somme et sans aucun doute justes, mais pour que Brewster ait consenti à y voir une parfaite et satisfaisante explication, il faut supposer qu'il ne l'a lu que d'une manière distraite et précipitée. Dans le compendium de cet essai, présenté dans les lettres sur la magie naturelle, il est absolument impossible d'arriver à une conclusion claire relativement à la perfection ou à l'imperfection de l'analyse, à cause du très mauvais arrangement et de l'insuffisance des lettres de renvoi. Le même défaut se trouve dans la tentative d'analyse, telle que nous l'avons lue sous sa première forme. La solution consiste dans une série d'explications minutieuses, accompagnées de gravures sur bois, le tout occupant un grand nombre de pages, dont le but est de montrer la possibilité de déplacer les compartiments de la caisse de telle façon qu'un être humain, caché dans l'intérieur, puisse transporter les parties de son corps d'un lieu à l'autre de la caisse, pendant l'exhibition du mécanisme, et échapper ainsi à l'attention des spectateurs. Il n'y a pas lieu de douter, comme nous l'avons fait observer et comme nous allons essayer de le prouver, que le principe ou plutôt le résultat de cette explication ne soit le seul vrai. Il y a une personne cachée dans la caisse pendant tout le temps employé à en montrer l'intérieur. Toutefois, nous repousserons toute la verbeuse description de la manière selon laquelle doivent se mouvoir les compartiments pour se prêter au mouvement de la personne cachée. Nous la repoussons comme une pure théorie admise a priori et à laquelle les circonstances devront ensuite s'adapter. Nous ne sommes amenés et ne pouvons être amenés à cette théorie par aucun raisonnement d'induction. La manière quelconque dont s'opère le déplacement est ce qui échappe à l'observation à chaque point de l'exhibition. Montrer qu'il n'est pas impossible que certains mouvements s'effectuent d'une certaine manière n'est pas du tout montrer qu'ils ont été positivement effectués de cette manière-là. Il peut exister une infinité d'autres méthodes, par lesquelles les mêmes résultats peuvent être obtenus. La probabilité que la seule supposée se trouve être la seule juste est donc dans le rapport de l'unité à l'infini. Mais en réalité, ce point particulier, la mobilité des compartiments, est sans aucune importance. Il est absolument inutile de consacrer 7 ou 8 pages à vouloir prouver ce qu'aucune personne de bon sens ne niera, à savoir que le puissant génie mécanique du baron Kempelen a pu découvrir les moyens nécessaires pour fermer une porte ou faire glisser un panneau avec un agent humain également à son service et en contact immédiat avec le panneau ou la porte, ainsi que toutes les opérations exécutées de manière à échapper entièrement à l'observation des spectateurs, comme le montre l'auteur de l'essai et comme nous essaierons nous-mêmes de le montrer plus complètement. Dans cette tentative de l'explication de l'automate, nous montrerons d'abord comment ces opérations s'effectuent et ensuite nous décrirons aussi brièvement que possible la nature des observations d'où nous avons déduit notre résultat. Il est nécessaire pour bien faire comprendre la question que nous répétions ici en peu de mots la routine adoptée par l'exhibiteur pour montrer l'intérieur de la caisse, routine dont il ne s'écarte jamais en aucun point ni en aucun détail. D'abord, il ouvre la porte numéro 1,
La laissant ouverte, il tourne derrière la caisse et ouvre une porte située précisément en face de la porte numéro 1. À cette porte de derrière, il tient une bougie allumée. Il repousse alors la porte de derrière, la ferme, et revenant par devant, ouvre le tiroir dans toute sa longueur. Ceci fait, il ouvre les portes numéro 2 et numéro 3, les deux battants, et découvre l'intérieur du compartiment principal. Laissant ouvert ce principal compartiment, le tiroir et la porte de face de l'armoire numéro 1, il retourne encore par derrière et ouvre la porte de derrière du principal compartiment. Pour refermer la caisse, il n'observe aucun ordre particulier, sauf que la porte, à battant, est toujours fermée avant le tiroir. Maintenant, supposons que, quand la machine est traînée en présence des spectateurs, un homme soit déjà caché dedans. Son corps est placé derrière le fouillis de mécanique dans l'armoire numéro 1. La partie postérieure de cet appareil mécanique étant disposée pour glisser en masse du principal compartiment dans l'armoire numéro 1 quand la circonstance l'exige, et ses jambes sont étendues dans le principal compartiment. Quand Maelzel ouvre la porte numéro 1, l'homme caché ne risque pas d'être découvert car l'œil le plus exercé ne peut pas pénétrer au-delà de 2 pouces dans les ténèbres. Mais le cas est bien différent quand la porte de derrière de l'armoire numéro 1 est ouverte. Une lumière brillante pénètre alors l'armoire et le corps de l'homme serait découvert s'il y était resté. Mais il n'en est pas ainsi. La clé placée dans la serrure de la porte de derrière a été un signal au bruit duquel la personne cachée a ramené son corps en avant jusqu'à un angle aussi aigu que possible, se fourrant entièrement ou à peu près dans le principal compartiment. Mais c'est là une position pénible dans laquelle on ne peut pas longtemps se maintenir. Aussi voyons-nous que Maelzel ferme la porte de derrière. Ceci fait, rien n'empêche que le corps de l'homme ne reprenne sa position première, car l'armoire est redevenue assez sombre pour défier l'examen. Le tiroir est alors ouvert, et les jambes de la personne cachée tombent, par derrière, dans l'espace qu'il occupait tout à l'heure. Il n'y a donc plus aucune partie de l'homme dans le compartiment principal, son corps étant placé derrière le mécanisme de l'armoire numéro 1 et ses jambes dans l'espace occupé naguère par le tiroir. L'exhibiteur est donc libre maintenant de montrer le compartiment principal. C'est ce qu'il fait, ouvrant les 2 portes, celle de face et celle de derrière, et l'on n'y aperçoit personne. Les spectateurs sont maintenant convaincus que tout l'ensemble de la caisse est exposé à leur regard, ainsi que toutes les parties dans un seul et même instant. Mais évidemment, il n'en est pas ainsi. Ils n'aperçoivent ni l'espace compris derrière le tiroir ouvert, ni l'intérieur de l'armoire numéro 1, dont Maelzel a virtuellement fermé la porte de face quand il fermait la porte de derrière. Ayant fait alors tourner la machine sur elle-même, soulevé le manteau du Turc, ouvert les portes du dos et de la cuisse et montré le tronc de l'automate, plein de pièces mécaniques, il ramène le tout à sa position première et ferme les portes. L'homme est libre maintenant de se mouvoir. Il se hausse dans le corps du Turc, juste assez pour que ses yeux se trouvent au niveau de l'échiquier. Il est très probable qu'il s'assied sur le petit bloc carré, la petite éminence, qu'on a aperçu dans un tiroir du compartiment principal, alors que les portes étaient ouvertes. Dans cette position, il voit l'échiquier à travers la poitrine du Turc, qui est en gaz. Ramenant son bras droit par devant sa poitrine, il fait mouvoir le petit mécanisme nécessaire pour diriger le bras gauche et les doigts de la figure. Ce mécanisme est placé juste au-dessous de l'épaule gauche du Turc et peut donc être facilement atteint par la main droite de l'homme caché, si nous supposons son bras droit ramené sur sa poitrine. Les mouvements de la tête, des yeux et du bras droit de la figure, ainsi que le bruit imitant le mot échec, sont produits par un autre mécanisme intérieur et opérés à volonté par l'homme caché. Tout l'ensemble de ce mécanisme, c'est-à-dire tout le mécanisme essentiel à l'automate, est très probablement contenu dans la petite armoire, large de 6 pouces environ, qui occupe la droite du principal compartiment, droite du spectateur. Dans cette analyse des opérations de l'automate, nous avons volontairement évité de parler de la manière dont se meuvent les compartiments, et l'on comprendra facilement que cette question est sans aucune importance, puisque l'habileté du charpentier le plus ordinaire fournit une infinité de moyens d'y satisfaire, et puisque nous avons montré que, quelle que soit la manière dont l'opération a lieu, elle a lieu hors de la vue du spectateur. Notre résultat est fondé sur les observations suivantes, relevées durant de fréquentes visites que nous avons faites à l'automate de Maelzel. 1. Les coups joués par le Turc n'ont pas lieu à des intervalles de temps réguliers, mais se conforment aux intervalles des coups de l'adversaire. Bien que cette condition, la régularité, si importante dans toute espèce de combinaison mécanique, eût pu facilement être remplie en limitant le temps accordé pour les coups de l'adversaire. Si, par exemple, cette limite était de 3 minutes, les coups de l'automate pourraient avoir lieu à des intervalles quelconques plus longs que 3 minutes. Donc, le fait de l'irrégularité, quand la régularité aurait pu être si facilement obtenue, sert à prouver que la régularité n'a pas d'importance dans l'action de l'automate. En d'autres termes, que l'automate n'est pas une pure machine. 2.
Quand l'automate est au moment de remuer une pièce, un mouvement distinct peut être aperçu juste au-dessus de l'épaule gauche, lequel mouvement fait trembler très légèrement la draperie qui recouvre le devant de l'épaule gauche. Ce tremblement précède invariablement de 2 secondes à peu près le mouvement du bras lui-même, et le bras ne se meut jamais, dans aucun cas, sans ce mouvement précurseur de l'épaule. Or, supposons que l'adversaire pousse une pièce et que le coup correspondant soit exécuté par Maelzel selon son habitude sur l'échiquier de l'automate. Supposons que l'adversaire surveille attentivement l'automate jusqu'à ce qu'il découvre ce mouvement précurseur de l'épaule. Aussitôt qu'il a découvert ce mouvement et avant que le bras mécanique commence à se mouvoir, supposons qu'il retire sa pièce, comme s'il s'apercevait d'une erreur dans sa manœuvre. On verra alors que le mouvement du bras, qui dans tous les autres cas succède immédiatement au mouvement de l'épaule, et cette fois retenu, n'a pas lieu, quoique Maelzel n'ait pas encore exécuté sur l'échiquier de l'automate le coup correspondant à la retraite de l'adversaire. Dans ce cas, il est évident que l'automate allait jouer, et que, s'il n'a pas joué, ça a été un effet simplement produit par la retraite de l'adversaire, et sans aucune intervention de Maelzel. Ce fait prouve nettement, primo, que l'intervention de Maelzel exécutant sur l'échiquier du Turc les coups de l'adversaire n'est pas indispensable pour les mouvements du Turc, secundo, que les mouvements de l'automate sont réglés par l'esprit, par quelques personnes pouvant apercevoir l'échiquier de l'adversaire, tertio, que ces mouvements ne sont pas réglés par l'esprit de Maelzel, qui avait le dos tourné du côté de l'adversaire pendant que celui-ci opérait son mouvement de retraite. 3. L'automate ne gagne pas invariablement. Si la machine était une pure machine, il n'en serait pas ainsi. Elle devrait toujours gagner. Étant découvert le principe par lequel une machine peut jouer une partie d'échecs, l'extension du même principe la doit rendre capable de la gagner, et une extension plus grande de gagner toutes les parties, c'est-à-dire de battre n'importe quel adversaire. Il suffira d'un peu de réflexion pour convaincre chacun qu'il n'est pas plus difficile, en ce qui regarde le principe des opérations nécessaires, de faire une machine gagnant toutes les parties que d'en faire une qui n'en gagne qu'une seule. Si donc nous regardons le joueur d'échecs comme une machine, nous devons supposer, ce qui est singulièrement improbable, que l'inventeur a mieux aimé la laisser incomplète que la faire parfaite, supposition qui apparaît encore plus absurde si nous réfléchissons qu'en la laissant incomplète, il fournissait un argument contre la possibilité supposée d'une pure machine. C'est justement l'argument dont nous profitons ici. 4. Quand la situation de la partie est difficile ou complexe, nous ne voyons jamais le Turc secouer la tête ou rouler ses yeux. C'est seulement quand son prochain coup est d'une nature évidente ou quand la partie se présente de telle façon que pour l'homme placé dans l'automate, il n'y a pas nécessité de réfléchir. Or, ces mouvements particuliers de la tête et des yeux sont des mouvements propres aux personnes plongées dans une méditation, et l'ingénieux baron Kempelen aurait ajusté ces mouvements, si la machine était une pure machine, aux occasions qui leur serviraient de prétexte naturel, c'est-à-dire aux occasions de complexité. Mais c'est l'inverse qui a lieu, et cet inverse s'accorde justement avec notre supposition d'un homme caché dans l'intérieur. Quand il est contraint de méditer son jeu, il n'a pas assez de loisirs pour faire jouer la mécanique qui met en branle la tête et les yeux. Mais quand le coup à jouer est évident, il a le temps de regarder autour de lui, et c'est pourquoi nous voyons alors la tête s'agiter et les yeux rouler. 5. Quand la machine est tournée pour permettre au spectateur d'examiner le dos du Turc, et quand la draperie est enlevée et les portes du tronc et de la cuisse ouvertes, l'intérieur du tronc paraît encombré de mécanique. En examinant les mécaniques pendant que l'automate était en mouvement, c'est-à-dire pendant que la machine roulait sur ses roulettes, il nous a semblé que certaines parties du mécanisme changeaient de forme et de position à un degré trop marqué pour être expliqué par les simples lois de la perspective, et plusieurs examens subséquents nous ont convaincus que ces altérations exagérées devaient être attribuées à des miroirs placés dans l'intérieur du tronc. L'introduction des miroirs dans le mécanisme ne peut pas avoir pour but d'agir à un degré quelconque sur le mécanisme même. Leur action, quelle que soit cette action, ne peut être dirigée que sur l'œil du spectateur. Nous conclûmes tout de suite que ces miroirs étaient disposés pour multiplier aux yeux du public les quelques pièces mécaniques du tronc, de manière à faire croire qu'il en est rempli. De ceci nous inférons directement que la machine n'est pas une pure machine, car si tel était le cas, l'inventeur, bien loin de désirer que son mécanisme parût très compliqué et d'user de supercherie pour lui donner cette apparence, aurait été particulièrement soigneux de convaincre les spectateurs de la simplicité des moyens par lesquels il obtenait de si miraculeux résultats. 6. La physionomie extérieure, et particulièrement la gesticulation du Turc, ne sont considérées comme imitations de la vie que des imitations très banales. La physionomie est une œuvre qui ne témoigne d'aucune ingéniosité, et elle est bien dépassée dans la ressemblance humaine par les plus vulgaires ouvrages en cire. Les yeux roulent dans la tête, sans aucun naturel et sans mouvement correspondant des lèvres ou des sourcils.
Le bras, surtout, accomplit ses opérations d'une manière excessivement roide, disgracieuse, convulsive et rectangulaire. Or, tout cela est le résultat de l'impuissance de Maelzel à faire mieux, ou d'une négligence volontaire, la négligence accidentelle devant être mise hors de question quand nous voyons que l'ingénieux propriétaire emploie tout son temps à perfectionner ces machines. Assurément, nous ne devons pas attribuer à l'incapacité cette apparence hors nature, car tous les autres automates de Maelzel prouvent sa miraculeuse habileté à copier exactement les mouvements et toutes les caractéristiques de la vie. Ses danseurs de cordes, par exemple, sont inimitables. Quand le clown rit, ses lèvres, ses sourcils, ses paupières, tous les traits de sa physionomie enfin sont pénétrés de leur expression naturelle. Chez lui et chez son compagnon, chaque geste est si parfaitement aisé, si bien délivré de toute trace d'artifice que, si ce n'était l'exiguïté de leur taille et la faculté accordée aux spectateurs de se les faire passer de main en main avant l'exécution de la danse, il serait difficile de convaincre une assemblée que ces automates de bois ne sont pas des créatures vivantes. Nous ne pouvons donc pas douter des talents de M. Maelzel, et nous sommes contraints d'admettre qu'il a laissé volontairement à son joueur d'échecs la même physionomie artificielle et barbare que le baron Kempelen lui avait donnée dès le principe. Non pas évidemment sans dessein. Quel était son dessein? Il n'est pas difficile de le deviner. Si l'automate avait imité exactement la vie dans ses mouvements, le spectateur eût été plus porté à attribuer ses opérations à leur véritable cause, c'est-à-dire à l'action humaine cachée, qu'il ne l'est actuellement, les manœuvres gauches et rectangulaires de la poupée inspirant l'idée d'une pure mécanique livrée à elle-même. 7. Quand, peu de temps avant le commencement de la partie, l'exhibiteur, selon son habitude, monte son automate, une oreille un peu familiarisée avec les sons produits par le montage d'un système mécanique découvrira tout de suite que l'axe de la clé fait tourner dans la caisse du joueur d'échecs ne peut être en rapport ni avec un poids, ni avec un levier, ni avec aucun engin mécanique quelconque. La conséquence que nous en tirons est la même que dans notre dernière observation. Le montage n'est pas essentiel aux opérations de l'automate et n'a lieu que dans le but de faire naître chez le spectateur l'idée fausse d'un mécanisme. 8. Quand on pose très explicitement cette question à Maelzel, l'automate est-il ou n'est-il pas une pure machine? Il fait invariablement la même réponse. Je n'ai pas à m'expliquer là-dessus. Or, la notoriété de l'automate et la grande curiosité qu'il a exercée partout sont dues à cette opinion dominante qu'il est une pure machine, plus particulièrement qu'à toute autre circonstance. Naturellement, il est de l'intérêt du propriétaire de le présenter comme une chose telle. Et quel moyen plus simple, plus efficace peut-il y avoir pour impressionner les spectateurs dans le sens désiré qu'une déclaration positive et explicite à cet effet? D'autre part, quel moyen plus simple, plus efficace pour détruire la confiance du spectateur dans l'automate pris comme pure machine que de refuser cette déclaration explicite? Or, nous sommes naturellement portés à raisonner ainsi. Il est de l'intérêt de Maelzel de présenter la chose comme une pure machine. Il se refuse à le faire, directement du moins, par la parole, mais il ne se fait pas scrupule et il est évidemment soigneux de le persuader indirectement par ses actions. Si la chose était vraiment telle qu'il cherche à l'exprimer par ses actions, il se servirait très volontiers du témoignage plus direct des paroles. La conclusion, c'est que la conscience qu'il a que la chose n'est pas une pure machine est la raison de son silence. Ses actions ne peuvent pas le compromettre ni le convaincre d'une fausseté évidente, ce que ses paroles pourraient faire. 9. Quand Maelzel, dans l'exhibition de l'intérieur de la caisse, a ouvert la porte numéro 1, ainsi que la porte placée immédiatement derrière, il présente devant cette porte de derrière, comme nous l'avons dit, une bougie allumée, puis promène ça et là la machine entière pour convaincre l'assemblée que l'armoire numéro 1 est entièrement remplie par le mécanisme. Quand la machine est ainsi remuée, un observateur soigneux découvrira que, pendant que la partie du mécanisme placée près de la porte de devant numéro 1 reste parfaitement fixe et inébranlée, la partie postérieure oscille, presque imperceptiblement avec les mouvements de la machine. Ce fut cette circonstance qui éveilla d'abord en nous le soupçon que la partie postérieure du mécanisme pouvait être disposée pour glisser aisément en masse et pour changer de place quand l'occasion l'exigeait. Nous avons déjà établi que cette occasion se présente quand l'homme caché ramène son corps dans une position droite après la fermeture de la porte de derrière. 10. Sir David Brewster affirme que la figure du Turc est de dimension naturelle, mais en réalité, elle dépasse de beaucoup les dimensions ordinaires. Rien de plus facile que de se tromper dans les appréciations de grandeur. Le corps de l'automate est généralement isolé, et n'ayant pas de moyen de comparer immédiatement avec une figure humaine, nous nous laissons aller à le considérer comme étant de dimension ordinaire. Toutefois, on corrigera cette méprise en observant le joueur d'échecs quand l'exhibiteur s'en rapproche, ainsi que cela arrive souvent.
Sans doute M. Maelzel n'est pas très grand, mais quand il s'approche de la machine, sa tête se trouve à 18 pouces au moins au-dessus de la tête du Turc, bien que celui-ci, on s'en souvient, soit dans la position d'un homme assis. 11. La caisse derrière laquelle l'automate est placé a juste 3 pieds 6 pouces de longueur, 2 pieds 4 pouces de profondeur et 2 pieds 6 pouces de hauteur. Ces dimensions sont pleinement suffisantes pour loger un homme très au-dessus de la taille ordinaire et le compartiment principal à lui seul peut contenir un homme ordinaire dans la position que nous avons attribuée à la personne cachée. Tels étant les faits, et quiconque en doute peut les vérifier lui-même par le calcul, il nous paraît inutile de nous appesantir dessus davantage. Nous ferons seulement observer que, bien que le couvercle de la caisse soit en apparence une planche de 3 pouces d'épaisseur environ, le spectateur peut se convaincre, en se baissant pour l'examiner en dessous pendant que le principal compartiment est ouvert, qu'il est en réalité très mince. La hauteur du tiroir peut aussi être mal appréciée par ceux qui l'examinent d'une manière insuffisante. Il y a un espace d'environ 3 pouces entre le haut du tiroir tel qu'il paraît, vu de l'extérieur, et le bas de l'armoire, espace qui doit être compris dans la hauteur du tiroir. Ces artifices qui ont pour but de faire paraître l'espace compris dans la caisse moins grand qu'il n'est réellement doivent être attribués au dessein de l'inventeur, qui est de frapper l'assemblée d'une idée fausse, c'est-à-dire qu'un être humain ne pourrait pas se loger dans la caisse. 12. L'intérieur du principal compartiment est partout recouvert d'étoffe. Nous présumons que cette étoffe doit avoir un double objet. Une partie de l'étoffe bien tendue sert peut-être à représenter les seules cloisons qu'il soit nécessaire de déplacer pendant que l'homme échange de position, à savoir la cloison placée devant la paroi postérieure du principal compartiment et la paroi postérieure de l'armoire numéro 1, puis la cloison entre le principal compartiment et l'espace derrière le tiroir quand il est ouvert. Si nous supposons que tel soit le cas, la difficulté de déplacer les cloisons disparaît tout à fait, si toutefois on n'a jamais pu se figurer qu'il y eût là une réelle difficulté. La seconde utilité de l'étoffe est d'amortir et de rendre indistincts les bruits occasionnés par les mouvements de la personne enfermée. 13. Comme nous l'avons déjà fait observer, l'adversaire ne peut pas jouer sur l'échiquier de l'automate, mais il est à quelque distance de la machine. Si nous demandions pourquoi, on nous donnerait sans doute pour expliquer cette particularité, cette raison que, placé autrement, l'adversaire intercepterait pour le spectateur la vue de la machine. Mais on pourrait obvier facilement à cet inconvénient, soit en élevant les sièges de l'assemblée, soit en tournant vers elle l'un des bouts de la caisse pendant la durée de la partie. Le vrai motif de cette restriction est peut-être d'une nature bien différente. Si l'adversaire était assis en contact avec la caisse, le secret courrait quelque danger d'être découvert. Une oreille exercée, par exemple, pourrait surprendre la respiration de l'homme caché. 14. Quoique M. Maelzel, en découvrant l'intérieur de la machine, dévie quelquefois légèrement de la routine que nous avons tracée, toutefois il ne s'en départ jamais assez, en aucun cas pour créer un obstacle à notre solution. Par exemple, on l'a vu, dans un temps, ouvrir le tiroir avant tout le reste, mais il n'ouvre jamais le principal compartiment sans fermer préalablement la porte de derrière de l'armoire numéro 1. Il n'ouvre jamais le principal compartiment sans d'abord tirer le tiroir. Il ne ferme jamais le tiroir sans avoir d'abord fermé le principal compartiment. Il n'ouvre jamais la porte de derrière de l'armoire numéro 1 pendant que le principal compartiment est ouvert, et la partie d'échecs ne commence jamais avant que toute la machine soit close. Or, si on observe que jamais, pas même en un seul cas, M. Maelzel ne s'est départi de cette routine, dont nous avons tracé la marche comme nécessaire à notre solution, c'est déjà là un des plus forts arguments qui la puisse confirmer. Mais l'argument se trouve infiniment renforcé si nous tenons justement compte de cette circonstance, qu'il s'en est quelquefois départi, mais jamais assez pour infirmer la solution. 15. Pendant l'exhibition, il y a 6 bougies sur la table de l'automate. Une question se présente naturellement. Pourquoi employer tant de bougies quand une seule ou deux, tout au plus, éclairerait bien suffisamment l'échiquier pour les spectateurs dans une salle, d'ailleurs aussi bien illuminée que l'est toujours la salle d'exhibition, puisque, de plus, si nous supposons que l'automate est une pure machine, il n'y a aucune nécessité de déployer tant de lumière et même qu'il n'en ait pas besoin du tout pour lui permettre d'accomplir ses opérations, puisque surtout il n'y a qu'une seule bougie sur la table de l'adversaire. La réponse qui, la première, se présente à l'esprit est qu'il faut une lumière aussi intense pour fournir à l'homme le moyen d'y voir à travers la matière transparente, probablement de la gaze ou de la mousseline très fine, dont est faite la poitrine du Turc. Mais quand nous examinons l'arrangement des bougies, une autre raison s'offre immédiatement. Il y a, disons-nous, 6 bougies en tout. Il y en a 3 de chaque côté de la figure. Les plus éloignées du spectateur sont les plus longues, celles du milieu sont de 2 pouces plus courtes, et les plus rapprochées du public sont encore plus courtes de 2 pouces environ.
Enfin, les bougies placées d'un côté différent en hauteur des bougies placées à l'opposite, dans une proportion de plus de 2 pouces, c'est-à-dire que la plus longue bougie d'un des côtés est environ de 3 pouces plus courte que la plus longue placée de l'autre côté, et ainsi de suite. On voit qu'ainsi, il n'y a pas deux bougies de la même hauteur et que la difficulté de vérifier la matière dont est faite la poitrine de l'automate se trouve considérablement augmentée par l'effet éblouissant des croisements compliqués de rayons, croisements qui sont produits en plaçant les centres d'irradiation à différents niveaux. 16. Du temps que le joueur d'échecs était la propriété du baron Kempelen, on a observé plus d'une fois d'abord qu'un Italien à la suite du baron ne se faisait jamais voir pendant que le Turc jouait une partie d'échecs. Ensuite, que l'Italien étant tombé sérieusement malade, l'exhibition fut interrompue jusqu'à sa guérison. Cet Italien professait une totale ignorance du jeu d'échecs, quoique toutes les autres personnes de la suite du baron jouassent passablement. Des observations analogues ont été faites depuis que Maelzel est entré en possession de l'automate. Il y a un homme, Schlumberger, qui l'accompagne partout où il va, mais il n'a pas d'autres occupations connues que de l'aider à emballer et à déballer l'automate. Cet homme est à peu près de taille moyenne et a les épaules singulièrement voûtées. Se donne-t-il comme connaissance le jeu d'échecs ou comme n'y entendant rien? C'est ce que nous ignorons. Mais il est bien certain qu'il a toujours été invisible pendant l'exhibition du joueur d'échecs, quoiqu'on le voit souvent avant et après le spectacle. De plus, il y a quelques années, Maelzel étant en tournée à Richmond avec ses automates et les exhibant à ce que nous croyons dans la maison consacrée maintenant par M. Boissieu à une académie de danse, Schlumberger tomba tout à coup malade, et durant sa maladie, il n'y eut aucune exhibition du joueur d'échecs. Ces faits sont bien connus de plusieurs de nos concitoyens. La raison explicative de la suspension des représentations du joueur d'échecs, telle qu'elle fut offerte au public, ne fut pas la maladie de Schlumberger. Les conclusions à tirer de tout ceci, nous les livrons sans autre commentaire à notre lecteur. 17. Le Turc joue avec son bras gauche. Une circonstance si remarquable ne peut pas être accidentelle. Brewster n'y prend pas garde. Il se contente autant qu'il nous en souvient de constater le fait. Les auteurs des essais, les plus récents sur l'automate, semblent n'avoir pas du tout remarqué ce point et n'y font pas allusion. L'auteur de la brochure citée par Brewster en fait mention, mais il reconnaît son impuissance à l'expliquer. Cependant, c'est évidemment de telles excentricités et incongruités que nous devons tirer, si toutefois la chose nous est possible, les déductions qui nous conduiront à la vérité. Que l'automate joue avec sa main gauche, c'est là une circonstance qui n'a pas de rapport avec la machine, considérée simplement comme machine. Toute combinaison mécanique qui obligerait un automate à remuer d'une façon donnée quelconque le bras gauche pourrait vice-versa le contraindre à remuer le bras droit. Mais ce principe ne peut pas s'étendre jusqu'à l'organisation humaine, où nous trouvons une différence radicale et marquée dans la conformation et de toute manière dans les facultés des deux bras, le droit et le gauche. En réfléchissant sur ce dernier fait, nous rapprochons naturellement cette excentricité de l'automate de cette particularité propre à l'organisation humaine. Et nous sommes alors contraints de supposer une sorte de renversement, car l'automate joue précisément comme un homme ne jouerait pas. Ces idées, une fois acceptées, suffisent par elles-mêmes pour suggérer la conception d'un homme caché à l'intérieur. Encore quelques pas, et nous touchons finalement au résultat. L'automate joue avec son bras gauche parce que, dans les conditions actuelles, l'homme ne peut jouer qu'avec son bras droit. C'est simplement faute de mieux. Supposons par exemple que l'automate joue avec son bras droit. Pour atteindre le mécanisme qui fait mouvoir le bras, et que nous avons dit être juste au-dessous de l'épaule, il faudrait nécessairement que l'homme se servît de son bras droit dans une position excessivement pénible et embarrassée, c'est-à-dire en le soulevant tout contre son corps strictement opprimé entre son corps et le flanc de l'automate, ou bien qu'il se servît de son bras gauche en le ramenant sur sa poitrine. Dans aucun des deux cas, il n'agirait avec la précision et l'aisance nécessaires. Au contraire, l'automate jouant comme il fait, avec son bras gauche, toutes les difficultés disparaissent. Le bras droit de l'homme passe devant sa poitrine et les doigts de sa main droite agissent sans aucune gêne sur le mécanisme de l'épaule de la figure. Nous ne croyons pas qu'aucune objection raisonnable puisse être élevée contre cette explication de l'automate joueur d'échecs. Fin de la section 24.